Bonjour. Bien que je n'ai pas terminé le cours sur les anticorps monoclonaux la dernière fois, après mûre réflexion, je me suis dit qu'il valait mieux changer. Parce que si je commence à reporter, j'ai peur qu'au 6e cours, on en soit encore au 4e. Donc ça soit un peu la panique. Donc après tout, bon, même s'il y a quelques notions que je n'ai pas évoquées avec vous lors du dernier cours, je pense que le message essentiel était passé. Donc je vais passer à la deuxième partie du cours de cette année, après les anticorps monoclonaux. Nous allons parler aujourd'hui et dans une semaine de thérapie génique. Donc c'est aussi une biothérapie, puisque c'est une thérapie par les gènes. On va voir ça en long, en large et en travers. Donc gènes matériels biologiques, évidemment de nature très différente des anticorps qui sont des protéines. Mais on va voir que ceci peut avoir un certain nombre d'applications. Donc ce que je vais vous raconter, c'est le plan. C'est après avoir défini ce que c'était la thérapie génique et qu'est-ce qu'elle impliquait sur le plan méthodologique et pratique, dans quelles circonstances on peut l'envisager, quelles indications. On va parler de vecteurs, c'est-à-dire de systèmes de transport des gènes. On va s'expliquer dans quelques minutes. Différents types, je n'entre pas dans les détails à ce stade-là, dont les rétrovirus, vous allez voir ça en détail, comment on les a appliqués expérimentalement, puis en clinique dans les déficits immunitaires, puis dans la peau, un peu, puis dans le traitement des cancers. On va encore revenir au cancer, dont je vous ai parlé sur un autre plan la dernière fois. Vous allez voir qu'il y a aussi des progrès très intéressants dans la thérapie génique de certains cancers. Et on va parler ensuite d'une autre forme de thérapie génique qui concerne les cellules qui ne sont pas en division post-mitotique, après mitose, qui ne se divisent plus, qui utilisent un autre type de vecteur qu'on appelle AAV. Je vous expliquerai de quoi il s'agit, ça sera probablement la semaine prochaine. Et notamment les applications dans le domaine du traitement de l'hémophilie, des maladies génétiques de la rétine, et aussi d'autres, dont des maladies musculaires, myopathie. Et puis il y a aussi des technologies avec des vecteurs qui ne sont pas des virus, qu'on verra, d'interférer avec l'ARN directement, je vous expliquerai, et comment on peut cibler directement les gènes, ça c'est pour le futur. Et on arrivera à une conclusion, j'espère, que j'arriverai dans les temps, pour aller jusqu'en bas de la page, si je puis dire. Donc pour aujourd'hui, la thérapie génique. Le concept de thérapie génique, il a émergé, c'est logique, à partir du moment où le support biologique des gènes a été identifié, donc l'ADN. Donc ça, c'est les années 50, 60. Et en même temps, les toutes premières identifications de mutations de gènes associés à des maladies chez l'homme. Et donc, de façon assez logique, ce papier est probablement le premier qui parle de façon explicite de thérapie génique dans la presse scientifique. Il date, comme vous pouvez le lire, du 3 mars 1972, donc ça fait 43 ans, quelque chose comme ça, où deux chercheurs américains, enfin le principal, c'est le premier, la Theodore Friedman, ont évoqué l'idée que l'on pourrait traiter des maladies par des gènes. Et évidemment, ils ont pensé à ce qui est le plus simple, qui est de considérer donc, ce qui venait d'être observé dans quelques cas, des mutations responsables de maladies héréditaires, et que peut-être en introduisant une copie normale du gène qui est muté et responsable de la maladie dans les cellules malades, entre guillemets, on pourrait corriger la maladie. Donc le concept est né à cette époque-là. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, ça se passe à peu près dans les mêmes eaux. Il y avait un très grand médecin, mais que j'ai un instant cru fou, qui, lors d'un cours de pédiatrie, a dit il y a une nouvelle idée thérapeutique pour des maladies métaboliques, c'est la thérapie génique. J'ai regardé, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? En fait, il avait probablement lu cet article. Il s'appelait Pierre Envoyer, ce monsieur, peut-être certains d'entre vous ont entendu ce nom. C'était un très très grand pédiatre qui a travaillé dans l'hôpital où je suis, l'hôpital des enfants malades, un très grand monsieur, à vrai dire. Il avait lu ce papier et il commençait à nous l'enseigner, ce qui était assez remarquable, à de jeunes étudiants en médecine, donc il le prenait pour un fou. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Et plus que 40 ans, 43 ans. Donc les choses ont bougé, évidemment, et il avait raison, finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut essayer de faire avec cette thérapie génique? Donc encore une fois, thérapie génique, il y a deux mots, il y a thérapie, il y a gène. Thérapie, ce n'est pas une mince affaire, même si ça paraît évident. C'est-à-dire qu'il y a la notion de thérapeutique. On va traiter des maladies. On ne cherche pas à améliorer les performances d'un individu. Si on a le temps, on pourra en parler. C'est un sujet qui est aujourd'hui qui émerge dans la presse ou qui réémerge, parce qu'il avait déjà émergé, qui est l'idée de thérapie germinale, donc on modifie les gamètes et on va améliorer les performances des êtres humains. Ce n'est pas de ça dont on parle de médecine. Donc on soigne des maladies, donc on fait de la thérapie. Génique, donc c'est par les gènes, donc on utilise des gènes ou les produits des gènes pour traiter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 5 choses qui sont indiquées sur cette diapositive. La première, et c'est celle à laquelle a pensé immédiatement Friedman et d'autres dans le début des années 70, c'est évident, c'est d'apporter la copie normale, donc un segment d'ADN, qui code pour un gène qui est muté chez le malade. Donc évidemment, on compense le défaut du gène, c'est une évidence. Et c'est de loin cette application-là qui aujourd'hui a reçu
qui a donné le plus de résultats, même si ce n'est pas le plus grand nombre d'essais cliniques. Une deuxième propriété, c'est l'inverse. Vous savez certainement que parfois, les mutations des gènes ont pour conséquence non pas de perdre une fonction, mais d'acquérir une fonction. Le gène fonctionne trop, schématiquement. Et donc, un gène qui fonctionne trop de protéines ou trop de fonctions d'une protéine donnée peut aussi rendre malade. Donc, dans ce cas-là, on a intérêt à diminuer l'expression du gène. Donc, c'est faire exactement l'inverse. Mais il y a des stratégies possibles, on en parlera peut-être un peu, où on inhibe partiellement ou totalement l'expression d'un gène muté. Donc, pour les généticiens de la salle, notamment, ça s'applique aux maladies dominantes où les mutations provoquent un effet transdominant négatif. Je n'entre pas trop dans le détail. Troisième chose, on peut modifier l'expression d'un gène muté de telle manière que les conséquences de la mutation soient moins sévères. On en verra un exemple, notamment dans le traitement des myopathies, en tous les cas des tentatives de traitement des myopathies actuellement en cours. Quatrième chose, on peut faire, on en parlera à la fin du cours la semaine prochaine, quelque chose de très élégant si on arrive à exactement faire cela, c'est non pas apporter une copie d'un gène normal, mais de corriger la mutation. Enfin, si vous voulez, pour prendre une image, la chirurgie d'un gène, on coupe le morceau où il y a une mutation et on le remplace par une séquence normale. Ça paraît de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une notion que l'on sait faire à petite échelle. Il y a des outils récents qui se sont développés, qui sont très prometteurs. Donc, j'expliquerai comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut envisager et quels sont les problèmes de cette approche qui est évidemment sur le papier intellectuellement pour les maladies génétiques la plus intéressante possible. Vous avez des sièges au premier rang, aux 2-3 premiers rangs, vous serez mieux assis que sur l'escalier, hein, si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez, mais suggestion. Cinquième possibilité, c'est non pas de corriger une anomalie, mais c'est d'ajouter un gène supplémentaire, qui peut être un gène naturel ou modifié, pour créer une nouvelle fonction. Et ça, on en verra un exemple, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, ça va à la limite, dans le traitement de cancer. On va conférer à des cellules une propriété, grâce à l'expression d'un gène, qui va permettre à ces cellules de combattre un cancer. Donc ça fait 5 types de stratégies que l'on peut envisager, qui à des degrés divers ont été aujourd'hui mises en œuvre chez l'homme, ou en tous les cas sont testées dans des modèles animaux sur le plan expérimental. Le point commun à toutes ces stratégies, quelles qu'elles soient, c'est qu'en tout état de cause, donc il faut apporter des acides nucléiques, de l'ADN ou de l'ARN, dans des cellules. Il faut que ce matériel, ces acides nucléiques, entrent dans des cellules. Et ce n'est pas si simple à faire, parce que naturellement, ça ne se fait pas beaucoup, pour des raisons assez triviales de charge. C'est que ces acides nucléiques sont chargés négativement, la surface des cellules est chargée négativement, donc il y a une répulsion. Donc, à vrai dire, les cellules sont d'une certaine façon protégées contre une contamination naturelle par des acides nucléiques, ce qui est plutôt une bonne chose pour la sauvegarde de nos cellules. Donc, si on veut faire entrer un gène qui est schématisé ici de façon ultra simple par une double hélice bleue, donc c'est un petit morceau d'ADN schématiquement, il va falloir mettre, on va voir comment, ce petit morceau de matériel génétique dans un rectangle. Le rectangle, c'est un vecteur, un système de transport. Et on va voir que, je l'ai déjà dit, mais les systèmes de transport principaux qu'on utilise sont des virus, parce qu'ils naturellement, ils infectent des cellules. Donc on utilise la propriété naturelle des virus, de telle manière que tout ça rentre dans la cellule, et que donc le matériel génétique, ma petite hélice bleue, va pouvoir permettre de coder pour une protéine via un ARN messager, comme le schéma classique, et que cette protéine exerce une fonction au sein de la cellule. Et il faut un élément commun supplémentaire évident, c'est qu'il faut que le gène s'exprime. Pour que le gène s'exprime, il faut qu'il soit sous un programme comme on dit, de transcription, donc il faut une autre séquence d'ADN, ce n'est pas tout à fait trivial, qui s'appelle un promoteur, donc qui permet la transcription en ARN messager de la partie codante d'un gène. Okay, donc la base, il faut absolument comprendre ça, parce que tout ce qui va suivre dépend de cela. C'est qu'au-delà, quelle que soit la stratégie que l'on cherche à utiliser, quelle que soit la maladie que l'on cherche à traiter, il faut évidemment une séquence génétique, il faut un promoteur pour l'expression de la séquence génétique, et il faut un système de transport pour que tout ça rentre dans la cellule et puisse fonctionner. Indispensable, sinon il ne se passera rien, ça, pour sûr. C'est la base de la base. Une fois qu'on a dit ça, donc schématiquement, sur le plan médical, quelles sont les grandes indications potentielles de thérapie génique? Il y en a d'autres, mais les principales sont indiquées ici. Il y en a 3 principales. Corriger une maladie héréditaire, j'en ai déjà parlé. Encore une fois, c'était l'idée première, parce que c'est celle qui tombe le plus facilement sous le sens. Et de fait, dans des circonstances au moins particulières, c'est celle pour laquelle des résultats ont été obtenus à ce jour. Ensuite, ça c'est plus une indication pour le futur, peut-être pourra-t-on éviter la mort de cellules qui meurent de façon prématurée et pathologique, dans ce qui se passe dans des maladies dégénératives.
peut penser aux maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, où il y a des essais cliniques de thérapie génique, voire maladie d'Alzheimer, mais là, malheureusement, les efforts de recherche, je dirais, sont balbutiants, on est loin des solutions. Mais il y a des idées intéressantes de thérapeutique, où en gros, l'idée est d'introduire un gène dans les neurones, par exemple, les cellules du système nerveux, de telle manière que ces cellules meurent moins vite qu'elles ne meurent à cause d'une maladie donnée. Et puis, troisième grande indication, c'est celle qui a été le plus testée jusqu'à présent, mais avec très peu de succès jusqu'à il y a 2-3 ans. Il y a eu des centaines d'essais cliniques dans le monde dans le domaine du cancer, mais tous infructueux. Mais depuis très récemment, il y a une approche qui s'avère intéressante. Donc, c'est la troisième indication, conférer une propriété nouvelle à une cellule pour combattre un cancer. De manière variée, on verra ça un peu plus tard. Donc, en gros, voilà les indications principales, même si on peut évidemment en songer à d'autres. Mais c'est dans ces domaines-là que l'essentiel des efforts de recherche en thérapie génique sont actuellement poursuivis. Donc, je l'ai dit, pour faire une thérapie génique, pour effectuer une thérapie génique, il faut un système de transport du matériel génétique de l'extérieur des cellules dans la cellule, indispensable. Et en sachant, avant d'entrer dans plus de détails, qu'il y a deux façons de faire. Soit on le fait ex vivo, soit in vivo. Ex vivo, ça veut dire qu'on va prélever les cellules du malade, pourquoi pas les cellules sanguines, les cellules de la moelle osseuse, les cellules de la peau, qui sont relativement accessibles, et au laboratoire, on va les infecter avec un vecteur, dont on va parler dans une seconde, qui va faire entrer le matériel génétique dans les cellules. On espère que ce matériel génétique va avoir un effet de production de protéines, etc. Et ces cellules, on va ensuite les réinjecter au malade, par voie intraveineuse s'il s'agit de cellules sanguines ou de la moelle osseuse, ou les réimplanter au niveau de la peau, par exemple. Et il y a une deuxième approche de thérapie génique, mais non, ça dépend de quels sont les tissus que l'on cherche à cibler. La deuxième approche, seconde approche plus exactement, c'est la thérapie génique in vivo. In vivo, ça veut dire que le vecteur va être injecté directement au patient et non pas les cellules prélevées du patient. Donc ce vecteur, il peut être injecté par voie intraveineuse, mais aussi dans un tissu très précis, dans le cerveau, avec une chirurgie stéréotaxique, etc., etc. Donc thérapie génique ex vivo, in vivo, qui sont plus ou moins simples, mais qui sont juste une question liée au type de pathologie que l'on cherche à traiter, donc quel tissu on cherche à traiter. Il est évident que si on cherche à traiter une pathologie des neurones, du système nerveux central, on ne peut pas faire de thérapie génique ex vivo, autrement dit prélever un morceau de cerveau, l'infecter avec un virus et le réinjecter. Ça ne marche pas naturellement. Par contre, pour les cellules sanguines, c'est l'inverse. Alors, les vecteurs, puisqu'ils sont absolument indispensables. De façon schématique, il y a deux façons de voir les choses qui vont être illustrées l'une après l'autre sur cette diapositive. Ce qu'on appelle les vecteurs intégratifs et non intégratifs. Je vous explique dans une seconde de quoi il s'agit. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'essentiel de la thérapie génique, l'essentiel des efforts de développement de la thérapie génique aujourd'hui se fait à l'aide de vecteurs viraux. Donc on utilise les propriétés naturelles des virus. Les virus, ça infecte des cellules, ça rentre dans les cellules. Donc en gros, c'est une expression qu'on utilise fréquemment, ce sont les chevaux de Troie de la thérapie génique. Mais, on verra ça la prochaine fois, on peut aussi essayer de le faire sans virus. Ce qui est éventuellement intéressant, c'est que les virus, ils peuvent aussi poser des problèmes éventuellement. Donc imaginons qu'il s'agit d'un virus, c'est une vision naturellement très imagée ici, surtout que le virus n'est pas du tout à l'échelle de la cellule, il est beaucoup plus petit naturellement. Et ce virus contient, il a une enveloppe, il a des protéines dans son sein, et puis il a ce petit rectangle orange ou rouge là, qui correspond à son matériel génétique. Donc ce matériel génétique, c'est là-dedans qu'on aura placé le gène d'intérêt pour traiter une maladie. Donc ce virus, il est susceptible d'entrer dans les cellules, il a par exemple une protéine d'enveloppe, qui est schématisée par ce petit bâton, qui reconnaît une protéine à la surface de la cellule, de telle manière que le virus, hop, il entre. À ce stade-là, le virus il va être déshabillé, son enveloppe va être retirée par une série d'enzymes de la cellule. Le matériel génétique, il va être relativement exposé, mais encore associé à certaines protéines virales. Et il est susceptible, ensuite, dans le cas premier que je vous indique ici, de persister. Il s'agit donc ici d'ADN. Cet ADN peut persister tout seul dans le noyau de la cellule, non associé à un chromosome. Ça, c'est la petite hélice bleue est censée représenter un morceau d'un chromosome, donc schématise tout le génome de la cellule. Donc ce vecteur dit épisomal, c'est le nom qui signifie la persistance d'un matériel génétique non intégré dans un chromosome. Et un virus sait très bien faire ça, il s'appelle AAV en abrégé. On verra peut-être un peu plus loin ce que signifie, enfin vous verrez par écrit que le premier A c'est adéno, comme un adénovirus, associated virus, donc un virus associé à l'adénovirus. C'est un nom un peu compliqué, mais ces petits virus,
qui sont des virus qui nous infectent naturellement et qui donnent soit pas de maladie du tout, soit des infections très bénignes de l'arbre respiratoire, a un matériel génétique qui peut subsister dans le noyau d'une cellule des mois, voire des années. Okay. Donc on peut utiliser éventuellement ce matériel génétique pour qu'il code pour une protéine, enfin un ARN messager, une protéine qui va être d'intérêt thérapeutique. Et si on fait ça, la difficulté est, en tous les cas dans certaines circonstances, lorsque cette cellule va se diviser. Pour l'instant, je n'ai pas dit quelle était la cellule. Ça peut être potentiellement n'importe quelle cellule. Si cette cellule se divise, par exemple ce qui se passe beaucoup dans la moelle osseuse, pour fabriquer des globules blancs, des globules rouges, etc. Si à chaque fois qu'elle se divise, il va y avoir un problème parce que cet épisome, ce vecteur dit épisomal, ne va pas être lui-même, ne va pas être répliqué, c'est le terme exact. Donc, petit à petit, là où il y a une cellule qui a une copie du vecteur, va donner naissance à 2 cellules, dont une seule aura une copie d'un vecteur, qui vont donner naissance à 4 cellules, dont une seule aura une copie du vecteur, et ainsi de suite. Donc, vous voyez très rapidement qu'au bout de, mettons, 7, 8, 9, 10 divisions cellulaires, on a perdu toute possibilité de thérapeutique, puisque une seule cellule, ou très peu de cellules, porteront le vecteur. Donc, cette stratégie ne peut être utilisée, à cause de cela, que pour des cellules dites post-mitotiques, c'est du jargon de biologiste, qui signifie qu'elles sont après une mitose, autrement dit qu'elles ne se divisent plus. Elles sont forcément divisées un jour dans le développement. Exemple le plus évident, les neurones. Les cellules du système nerveux central ne se divisent pratiquement pas. Et certains tissus se divisent, les cellules se divisent très lentement. Par exemple, les cellules du foie, elles se divisent un petit peu, elles peuvent dans certaines circonstances même se diviser un peu plus, mais elles se divisent très peu. Donc pour ce type de tissu, où le muscle, les cellules musculaires se divisent très peu, on peut utiliser ces virus dont le grand avantage, c'est de ne pas rentrer dans le génome, donc de ne pas provoquer de risque de modification dangereuse du génome, on en parlera un peu plus tard. Mais encore une fois, c'est réservé au traitement de cellules qui ne se divisent pas. L'alternative, si on veut cibler des cellules qui se divisent, et l'exemple principal, on va en reparler abondamment, c'est le système de production des cellules sanguines, donc la moelle osseuse. On utilise d'autres types de virus, on va entrer dans les détails dans les diapos suivantes. Donc schématiquement, pour l'instant c'est le même, mais bien sûr sur le plan de son comportement, ce n'est pas du tout la même chose. Une fois qu'il est rentré dans la cellule, il va y avoir un événement de recombinaison qui fait que son matériel génétique, qui aura été modifié, là je n'entre pas dans le détail pour l'instant, va, comme vous pouvez le voir dessiné ici, s'intégrer dans le génome. Donc il y a un petit morceau orange, rouge, je ne sais toujours pas de quelle couleur il s'agit, peu importe, qui est, vous voyez, associé au bleu. Ça signifie qu'on a modifié le génome de la cellule, quelque part, sur un chromosome, et il y a maintenant intégré une séquence génétique, et que cette séquence génétique, elle est susceptible, évidemment, d'être transcrite en ARN messager, en protéines, et donner un effet, une fonction. Donc ici, l'intérêt de cette affaire, c'est que dans cette circonstance-là, si cette cellule se divise, précurseur de cellules sanguines, à chaque fois que les cellules vont se diviser, cette cassette, encore on va rester avec l'expression de jargon de biologiste, cette cassette génétique va être répliquée. Donc chaque cellule fille sera porteuse du même matériel génétique transféré. Donc cette fois-ci, on garde potentiellement un effet dans toutes les cellules filles. Donc c'est très important pour traiter des cellules en division. Et il y a une catégorie de virus qu'on appelle les rétrovirus, je vais vous en parler dans une seconde, on les appelle rétrovirus parce que le matériel génétique est fait d'ARN qui est rétrotranscrit, donc c'est à l'inverse de l'habitude, en ADN au sein des cellules. ARN qui donne de l'ADN, rétrotranscription. Donc d'où le nom générique de rétrovirus. Il y a plusieurs classes de rétrovirus et on utilise abondamment ces rétrovirus en thérapie génique. Je vais m'expliquer dans un instant là-dessus. Alors pour y arriver, et on n'y arrive pas souvent encore, il y a relativement peu de succès à ce jour, on va voir ça, on va le parcourir dans les 2 cours d'aujourd'hui et de mardi prochain, il faut arriver à résoudre toute une série de questions scientifiques, techniques, qui ne sont pas minces. Et je vous le montre par texte et ensuite je vais vous le montrer avec un petit dessin pour essayer d'être le plus clair possible. Il faut cibler la cellule pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut s'attaquer à la cellule qui est responsable de la maladie. Autrement dit, il faut comprendre la maladie. Si vous cherchez à imaginer que vous allez faire une thérapie génique maladie dont vous n'avez aucune idée du mécanisme physiopathologique, ce n'est pas la peine. Il faut comprendre d'abord le mécanisme d'une maladie et savoir qu'il faut traiter pour telle maladie les cellules du foie, pour d'autres les cellules de la moelle osseuse, etc. Ça peut paraître évident dans certains cas, dans d'autres c'est plus compliqué. Et donc il faut choisir la cellule et ensuite il faut être capable d'arriver jusqu'à elle. Donc si ce sont les cellules de la moelle osseuse, j'ai déjà pris cet exemple, on peut les extraire du corps, les traiter au laboratoire, c'est relativement simple.
S'il s'agit par exemple des cellules souches qui donnent naissance à l'épithélium, donc aux cellules du revêtement des poumons, et ceci est intéressant pour certaines maladies, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ces cellules, elles sont enfouies sous l'épithélium, dans les bronches, les alvéoles des poumons. On ne peut pas faire thérapie génique ex vivo, et même in vivo, pour arriver jusqu'à elles, très difficile. Donc ça peut être un problème actuellement, dans certains cas, non résolu. Deuxième problème potentiel, c'est la taille du gène. Les vecteurs que nous utilisons, les virus, ils peuvent contenir une certaine quantité de matériel génétique, mais au-delà d'une certaine quantité, ils ne peuvent plus, ça ne fonctionne plus. Donc si le gène est très gros, et il y a des gènes qui sont très gros, ce système ne fonctionne pas, ou il faut trouver des astuces. Et je vous montrerai une astuce utilisée au moins dans un cas, peut-être dans deux, au cours du cours. Troisième point qui est très important, c'est que c'est bien gentil d'avoir le gène dans la cellule au bon endroit comme il faut. Encore faut-il que le gène donne naissance à la protéine, sinon il ne se passe rien. Dans l'immense majorité des cas, on souhaite qu'il y ait une protéine, et donc que la protéine produite soit en quantité suffisante. C'est évident, hein, mais c'est comme la dose d'un médicament. Si on ne donne pas assez de médicaments, il n'y a pas d'effet. Donc si la protéine qui est le médicament n'est pas présente en quantité suffisante, il n'y aura pas d'effet thérapeutique. Donc il faut obtenir que le gène soit exprimé, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de copies d'ARN messager qui se produisent dans un certain temps, mais pas trop non plus, parce que trop peut être toxique. Donc il faut arriver à établir quelque chose qui soit proche de valeurs physiologiques en général. Il faut éventuellement faire que le gène soit exprimé, que la protéine soit présente dans les cellules où on attend qu'il soit exprimé, et pas dans les cellules où elle peut être toxique. Je vous montrerai des exemples de cette situation, ce qui rend les choses plus compliquées. On peut vouloir ou pas, ça dépend des situations, que le gène thérapeutique soit exprimé tout le temps, ça c'est plus facile, ou seulement par intermittence. On sait qu'il y a des gènes dont l'expression constante est dangereuse, par exemple peut provoquer des cancers, alors que si on arrive à obtenir l'expression exactement qui reproduirait ce qui se passe physiologiquement, on aurait un effet thérapeutique. Donc, chacun de ces points est un point difficile qui peut prendre des années de travail et des années de travail qui peuvent ne pas avoir encore abouti. Tout ça peut être toxique, on en verra des exemples, et puis, c'est une forme de toxicité d'ailleurs, le produit de la thérapie génique, donc le virus lui-même, voire la protéine issue du gène thérapeutique, peuvent être immunogènes, c'est-à-dire déclencher une réponse immunitaire qui va neutraliser le bénéfice, voire être toxique. Donc il faut arriver à passer à travers ces 5 types de problèmes pour qu'une thérapie génique soit efficace. Donc ce n'est pas si simple que ça. On peut l'imager, tout ça. Vous avez ici une cellule, un petit virus, le matériel génétique. Donc les différents problèmes, là c'est en anglais, mais c'est à peu près la même chose. Il n'y en a que 4, mais ça revient au même. Et en même temps, ça permet de réillustrer le chemin du virus dans la cellule. Donc le virus, quel qu'il soit, hein, pour l'instant on parle en termes génériques, et on entre dans les détails après. Le virus, il doit rentrer dans la cellule, dans une espèce de compartiment qu'on appelle un endosome. Donc il est pris, transporté, et on enlève sa couverture d'enveloppe protéique. Et à ce stade-là, il peut être dégradé de telle manière qu'il soit déjà plus efficace. Ensuite, donc, il faut qu'il soit transporté dans le noyau et que le matériel génétique est ici. Soit il s'intègre, dans le cas des rétrovirus, soit il persiste associé à des protéines. Donc il faut que qu'il puisse persister en quantité suffisante. Troisièmement, il faut qu'il soit transcrit, donc qu'il y ait assez d'ARN, c'est ce dont je vous ai déjà parlé, de telle manière qu'il y ait assez de protéines et une fonction. Et puis il peut y avoir une réponse immunitaire, parce que ça c'est un lymphocyte T, avec un récepteur pour l'antigène, et puis il peut reconnaître un petit morceau du virus, par exemple, qui va faire que cette cellule va tuer la cellule infectée, et donc on perd tout bénéfice. Donc il faut arriver à franchir toutes ces étapes. Alors on va commencer par les rétrovirus. Vous allez voir que les démarches, les applications, je l'ai déjà dit, et les démarches sont très différentes en fonction du type de vecteur et donc du type de maladie. Les rétrovirus, tout est né de la découverte en fait, le premier rétrovirus a été découvert en 1902, évidemment à l'époque sans savoir de quoi il s'agissait, mais la structure moléculaire des rétrovirus a été identifiée dans les années 60-70. Donc ce sont une classe de virus naturels dont il existe des spécimens bien connus chez l'homme qui provoquent quelques ennuis sérieux, puisque le virus du sida, HIV, est un rétrovirus. On va voir même tout à l'heure qu'on utilise le virus du sida comme vecteur en thérapie génique. C'est une juste revanche, je dirais, d'une certaine façon. Et donc les rétrovirus, voilà comment ils fonctionnent globalement, et ce qui va permettre de comprendre pourquoi on les utilise en thérapie génique. Donc les virus sauvages, ici, il ne s'agit pas de virus modifiés dans le cas d'une thérapie génique. Et ils ont schématiquement ce type de forme. Ils sont capables de se fixer sur un récepteur membranaire. Pardon, je suis au mauvais endroit ici.
il s'attache, il pénètre, les protéines extérieures sont dégradées, et l'ARN, donc le matériel génétique de ces virus, c'est de l'ARN, donc 2 copies. Donc il est rétrotranscrit par une enzyme du virus, une enzyme qui a été découverte dans les années 70, et qui donne comme résultat une séquence d'ADN associée à des protéines, ce qui s'appelle le PIC, qui est le complexe d'intégration, ADN plus protéines, qui va être capable, dans le noyau, en entrant dans le noyau plus ou moins facilement, ça dépend des virus, mais peu importe, de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'intégrer de telle manière que les gènes du virus sont transcrits et vont permettre de refabriquer des particules virales. Okay, et donc ça, c'est la biologie des virus. Et donc, par la production des différentes protéines du virus, plus de l'ARN issu des gènes proprement, par la duplication, la réplication, excusez-moi, du matériel génétique globalement, au-delà de la transcription. On a à la fois réplication et transcription. On a, ce qui est en rouge ici, c'est le matériel génétique du virus, en bleu les protéines, et qui va reconstituer des particules virales. Et cette cellule infectée, qui est infectée par, mettons, un virus, va donner naissance, pas à une, mais à plein de particules virales. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas la production de particules virales. On ne veut surtout pas, évidemment, que chez les individus traités, ils produisent des virus qui seraient dangereux. Mais par contre, on est intéressé par la phase d'amont, la pénétration et l'intégration du génome du génome viral dans le génome cellulaire, je vais y arriver, de telle manière que des protéines thérapeutiques soient produites. Donc, à partir de cette biologie des virus telle qu'elle a été identifiée dans les années 70-80, on a pu modifier, après ça devient une forme de cuisine, ces virus, pour éviter qu'ils fassent le cycle complet, mais par contre en gardant les propriétés intéressantes. Comment on fait ça? Schématiquement, ainsi. Vous avez en bas à gauche la structure de base simplifiée génétique du virus. Il contient des extrémités, des espèces d'altères, si on considère que c'est une barre au milieu, qui sont des séquences dites LTR, qui sont très importantes parce qu'elles permettent l'intégration de ce matériel génétique dans le génome des cellules, et ça on va le garder en partie lors de la thérapie génique, et ça permet aussi la transcription des gènes. Et ensuite, il y a des gènes, GAG, POL, ENV, par exemple, pour être simple, ENV, il code pour la protéine d'enveloppe du virus. En fait, il y a 3 gènes, mais qui codent pour plus que 3 protéines. C'est un peu plus compliqué, mais donc ces 3 séquences sont absolument indispensables pour fabriquer des protéines, pour fabriquer des virus. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de virus. Donc si on veut fabriquer des virus thérapeutiques, il va falloir que les gènes qui codent pour GAG, POL, ENV soient dans la cellule qui va produire les particules virales, donc l'usine à médicaments, schématiquement. Comment on va faire ça? Parce qu'en plus, on veut un gène thérapeutique. Donc on va placer dans une lignée cellulaire, une lignée immortalisée, des plasmides qui contiennent les séquences génétiques d'intérêt. Donc sur un premier plasmide, on va, par exemple, ce n'est pas forcément un plasmide, ça a été fait initialement avec des plasmides, dans des séquences circulaires de matériel génétique, on va placer le gène GAG et le gène POL. Donc cette séquence-là va produire les protéines issues des gènes GAG et POL. Sur une autre séquence, pour éviter de avoir un virus complet, donc qui pourrait être dangereux, on apporte le matériel génétique qui fabrique la protéine d'enveloppe. Donc ça permet de produire toutes les protéines du virus. Mais là, il n'y a toujours pas de thérapeutique pour l'instant. Pour avoir une thérapeutique, en plus, on va introduire une séquence génétique avec les 2 LTR, donc les extrémités qui sont nécessaires à l'intégration dans le génome. Une séquence qui est dite PSI, qui permet l'encapsidation, ça veut dire qu'uniquement cette séquence-là sera dans le virus, ces séquences-là ne pourront pas y être. Et on apporte le gène thérapeutique ici en jaune. Donc la cellule, qui a été modifiée abondamment, qui est un clone de cellule productrice, donc au laboratoire, va contenir à la fois une séquence qui produit le gène thérapeutique, les séquences d'intégration et une séquence d'encapsidation qui fait que seul ce matériel génétique-là peut entrer dans le virus. On va revoir ça dans un dessin ensuite. Et puis d'autres séquences qui permettent de fabriquer les protéines du virus. Donc là, on a tout le matériel pour faire un virus qui ne contiendra sur le plan génétique que la séquence jaune. Donc c'est une astuce qui permet d'avoir le virus d'intérêt thérapeutique et qui n'est pas capable ensuite de se répliquer parce qu'il ne contient pas les gènes de structure du virus. Je vais vous montrer ça dans l'image qui suit. C'est un peu la même chose, mais on arrive au produit final. À nouveau, vous avez l'image d'un génome rétroviral, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc ça, on ne l'utilise pas, c'est juste pour vous rappeler l'image. On a le génome du vecteur, donc qui va nous intéresser sur le plan thérapeutique. En violet, le gène thérapeutique. Cette petite séquence qui est nécessaire pour que l'ensemble, lorsque c'est répliqué, puisse être encapsidé dans la particule virale.
et dans la cellule qu'on appelle le packaging. Donc on a mis par ailleurs les séquences qui permettent à nouveau de produire GAG, Pol, ENV. Donc tout ça, ça produit les protéines, GAG, Pol, ENV, et puis on a les séquences génétiques qu'on veut encapsuler. Donc le résultat final, c'est un peu magique, mais en fait ça ne l'est pas du tout, parce que là on reproduit la biologie du virus, c'est la constitution de particules virales qui contiennent le matériel génétique d'intérêt, celui-là, mais encore une fois, rien d'autre, pratiquement, en général, de telle sorte que ces virus-là, ils peuvent infecter, permettre l'intégration du gène thérapeutique dans les cellules que l'on va cibler, mais il ne peut pas se répliquer, donc a priori, il n'est pas dangereux. Okay, c'est un concept qui a été élaboré dans les années 80, mais qui permet de produire en grande quantité au laboratoire, donc pourquoi pas maintenant dans l'industrie pharmaceutique, ces particules virales thérapeutiques. Alors, il y a plusieurs types de vecteurs rétroviraux, on ne va pas regarder tous les détails, mais c'est quand même intéressant de considérer les deux premiers. On va commencer par celui du milieu. À vrai dire, historiquement, c'est le premier qui a été utilisé, qu'on appelle les gamma-rétrovirus. Les gamma-rétrovirus donc, ont les propriétés que je vous ai indiquées, c'est-à-dire intégration, comme tous ces virus, intégration de leur matériel génétique dans le génome, donc utile pour traiter les cellules en division. Donc naturellement, ces gamma-rétrovirus, il n'y en a aucun qui soit pathogène chez l'homme, et par contre, il y a des virus qui sont pathogènes chez la souris en créant des leucémies chez les souris. Donc ils ne sont pas tout à fait adaptés à l'homme, mais on peut, en modifiant notamment leur enveloppe, faire qu'ils infectent les cellules humaines. Donc ils permettent une expression au long cours dans des cellules en division. Donc ça nous intéresse si on cherche à cibler des cellules qui se divisent beaucoup, en peau moelle-osseuse. La limite, c'est qu'il ne fonctionne que dans des cellules en division. C'est-à-dire qu'au moment de l'infection, il faut que la cellule elle-même soit en division. Sinon, le noyau, le matériel génétique qui est dans la cellule n'est pas accessible. Et on verra tout à l'heure qu'ils sont dangereux, ces virus, parce qu'ils peuvent provoquer des mutations qui sont source de problèmes. Plus récemment, on s'est mis à utiliser les lentivirus, donc une autre classe de vecteurs rétroviraux, dont le virus HIV, responsable du sida. L'intérêt des lentivirus, c'est qu'ils sont capables de s'intégrer dans les cellules, même lorsqu'elles ne sont pas en division. Parce que ces virus sont leur matériel génétique, plus exactement, le PIC dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il est le PIC? Il est là. Le complexe d'intégration, il est capable de franchir la membrane nucléaire. Donc il peut rentrer dans un noyau, donc il est beaucoup plus efficace que les gamma-rétrovirus qui sont bloqués à l'entrée, sauf si la membrane nucléaire se dissout, ce qui se passe au moment d'une division cellulaire. Donc ils sont beaucoup plus efficaces. Plus compliqués à construire, mais plus efficaces. Ils peuvent aussi poser des problèmes parce qu'ils s'intègrent comme les gamma-rétrovirus, en fait, comme c'est marqué là, pas n'importe où dans le génome, ça ne se fait pas du tout au hasard, on en reparlera, mais dans les gènes. Donc ça peut poser problème. Il y a une troisième catégorie de virus qui est en essai actuellement, dont je ne vais pas vous parler pour ne pas trop compliquer les choses. Donc ces gamma-rétrovirus, initialement, ces rétrovirus modifiés, selon ce système-là, ces virus qu'on appelle helper-free, ça veut dire qu'ils sont incapables par eux-mêmes de se diviser, ont d'abord été utilisés logiquement pour traiter, pour cibler le système hématopoïétique. Et les premiers résultats expérimentaux, là on n'est pas chez l'homme, tangibles, ont été obtenus dans les années, exactement en 84, donc ça fait maintenant 30 ans. Donc c'est les premiers travaux qui ont utilisé de tels vecteurs rétroviraux, donc de gamma-rétrovirus, pour infecter les cellules de la moelle osseuse de souris, pour tester si effectivement on était capable de faire exprimer dans la moelle osseuse, donc dans les cellules sanguines, un gène, avec l'idée ensuite de traiter des maladies. Donc comment ça a été fait? Il faut regarder en bas, une petite souris. On va prélever ces cellules de la moelle osseuse, dans les os, qui sont à l'intérieur des os, comme vous savez. On les infecte au laboratoire, c'est vraiment une infection virale, mais avec un vecteur donc, qui n'est pas a priori toxique, qui infecte les cellules. Ces cellules, ensuite, donc, on les injecte à une autre souris, ça pourrait être la même, mais en l'occurrence, c'est une autre souris. Donc vous voyez que c'est une thérapie génique ex vivo. On infecte les cellules au laboratoire, on réinjecte à la souris, et on va regarder ce qui se passe dans les cellules de la rate, par exemple, où il y a beaucoup de cellules sanguines chez la souris, plus que chez l'homme. Et ça, cette image-là, elle est historiquement importante. C'est une des toutes premières images qui témoignent des bandes noires, là, les pâtés pas très jolis. Aujourd'hui, un étudiant ferait ça, on ne serait pas content, mais il y a 30 ans, c'était très bien. C'est ce qu'on appelle un Southern blot. Ça détecte, à chaque fois que c'est noir ici, cette taille-là, dans la migration sur le gel électrophorétique, c'est la détection de l'ADN qu'on a introduit dans le vecteur. Donc ça témoigne, chacune de ces colonnes, pour un échantillon de cellules données, montre la présence du gène qui a été apporté par thérapie génique dans les cellules de la rate
14 jours après le début de l'expérience. Donc c'est la première fois que ce genre de choses a été montré, donc ça a une certaine valeur. D'autant plus en fait que c'est une affaire qui est importante parce qu'on peut montrer que ce sont bien des cellules souches qui sont infectées. Ça c'est important d'affecter des cellules souches, on va y revenir dans un instant. Parce que si on affecte des cellules souches, l'effet va durer toute la vie. Les cellules souches donnent naissance à des cellules sanguines toute la vie. Je vais expliquer ça dans une seconde. Donc c'est la même expérience mais répétée. Première souris, on prend les cellules de sa moelle osseuse, on les infecte avec un virus vecteur, un rétrovirus, on les injecte à une souris receveuse. Au passage, on va l'irradier, ça c'est schématiser une irradiation de telle manière qu'on va favoriser le développement des cellules, celles-là qui n'ont pas été irradiées, les autres seront mortes. Et au bout d'un moment, cette souris receveuse va à nouveau servir de souris donneuse pour transférer ces cellules dans une autre souris qu'on aura irradiée avant, et on va regarder, in fine, chez cette souris-là, est-ce qu'on détecte toujours le gène thérapeutique, entre guillemets thérapeutique, ça c'est expérimental. La réponse est oui, c'est là. Donc cette petite bande noire, à nouveau, correspond à la détection dans les cellules de la rate de cette seconde souris à la présence du matériel qu'on a apporté par le virus. Ça peut paraître banal, sauf que le fait qu'on réussisse à faire ça 2 fois démontre qu'on a transféré des cellules primitives qui sont capables de donner naissance plusieurs fois à des cellules sanguines. Donc c'est un premier résultat, 84, démontrant la faisabilité de cette approche, certes chez la souris dans des conditions très expérimentales. Mais à partir de là, d'une série de données de ce type, il y en a eu beaucoup d'autres, est arrivée l'idée que peut-être on pouvait commencer à songer à traiter des maladies chez l'homme. Et les premières maladies qu'on a pu traiter sont des maladies pour lesquelles la situation est privilégiée et moins compliquée que pour d'autres. Je vais vous expliquer que ce sont des maladies rares qu'on appelle les déficits immunitaires, où il y a une maladie génétique qui bloque le développement des lymphocytes. Je vais vous expliquer ça maintenant avec un peu plus de détails, en vous montrant que c'est efficace, mais que ça peut être toxique, et qu'à partir des résultats obtenus d'efficacité, d'amélioration de la sécurité, aujourd'hui, cela permet d'envisager le traitement d'autres maladies. Donc on va détailler cela maintenant. Voici une image qui schématise ce qui se passe dans une moelle osseuse, c'est-à-dire qu'il y a des cellules souches, et je vais revenir dans un instant sur la définition des cellules souches, qui donnent naissance à tous les globules que l'on retrouve dans le sang. Les globules blancs, vous savez j'en ai déjà parlé abondamment, les lymphocytes T, NK, B, différentes fonctions. Les autres types de globules blancs que l'on appelle les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, et une cellule importante en immunologie qui s'appelle les cellules dendritiques. Et puis, il y a d'autres cellules encore qui vont dans les os, qui ont certaines fonctions, on appelle les ostéoclastes, et encore, bien sûr, les plaquettes nécessaires à la coagulation, et les globules rouges. Donc, toutes ces cellules sont fabriquées tous les jours en grande quantité, avec des cinétiques différentes, naturellement, à l'intérieur de nos os. Et tout ça démarre d'une cellule, qui est une cellule souche, enfin plusieurs cellules souches. Donc la définition d'une cellule souche, c'est une cellule qui est capable d'auto-renouvellement. On en reparlera abondamment dans les 5e et 6e cours sur la thérapie cellulaire. Donc auto-renouvellement, ça veut dire que quand elle se divise de façon asymétrique et que les deux cellules filles ne sont pas identiques. Une, c'est celle-là, va être capable donc de s'engager dans des programmes de différenciation, elle va se diviser beaucoup de fois. Évidemment, c'est ultra simplifié ici. Il y a un très grand nombre de cycles de division et de différenciation, donc soit vers des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, etc. Et puis l'autre cellule, hop, elle redevient une cellule souche qui reste tranquille un moment avant éventuellement d'être engagée dans un processus de développement de cellules sanguines. Donc ce qui veut dire qu'au moins en théorie, ce n'est pas complètement exact, mais ce n'est pas loin d'être exact, nous avons pour toute notre vie un pool constant de cellules souches dans la moelle osseuse, qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. Je simplifie un tout petit peu les choses, mais c'est à peu près exact. Et ça, c'est un concept très important en application à la thérapie génique, mais pas que la thérapie génique, aussi dans les allogreffes de cellules souches du système sanguin. C'est que si on est capable, en termes de thérapie génique, de corriger une cellule malade souche, on peut espérer que l'effet soit définitif. Donc on guérit une maladie, si on traite un enfant, que l'effet puisse persister des dizaines d'années. Évidemment, ce qui est potentiel très intéressant. Et il se trouve qu'il y a un paquet de maladies héréditaires qui touchent le système sanguin. Il y a les déficiences immunitaires, dont j'ai déjà parlé. On va parler dans un instant de SCID, de déficit immunitaire combiné sévère. SCID, c'est de l'anglais, c'est Severe Combined Immunodeficiencies. Vous verrez que ce sont des maladies très rares, mais où les lymphocytes T, en particulier, qui sont très importants dans l'immunité, sont absents, parce que le système de développement est bloqué, lié à une mutation d'un gène.
Il y a d'autres maladies, je parlerai tout à l'heure d'une autre maladie qui a ce nom bizarre de syndrome de Wiskott-Ulrich. Il y a des maladies métaboliques où on peut envisager des thérapies géniques via les macrophages. À nouveau, le syndrome de Wiskott-Ulrich ici, parce qu'il touche aussi les plaquettes. Et puis, il y a des maladies des globules rouges. Il y a des anémies relativement fréquentes d'origine génétique, que sont les thalassémies ou la drépanocytose, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, il y a un grand nombre de maladies génétiques qui sont graves ou très graves, ça dépend des cas, qui peuvent se traiter éventuellement par les allogreffes du système hématopoïétique, mais avec des difficultés lorsque les donneurs et les receveurs ne sont pas compatibles. Donc, pourquoi il a été envisagé dès les années 80, l'idée était dans l'air, de traiter certaines de ces maladies par thérapie génique, parce qu'on le savait grâce au développement des greffes de moelle osseuse, qu'on pouvait avoir accès à ces cellules, et donc en théorie au moins, si on était, je répète ce que j'ai dit il y a un instant, capable de corriger ces cellules-là, on peut avoir un bénéfice sur la plupart de ces maladies-là et de façon durable. Donc accès aux cellules. Encore une fois, si on prend une image opposée ou extrêmement complexe, pour une maladie du système nerveux central, l'accès aux cellules est très limité et aux cellules souches encore plus, parce qu'il n'y a pratiquement pas, il y en a quelques-unes, mais très très peu de cellules souches dans le cerveau. Donc voilà, le système envisagé de traiter des maladies du sang est infiniment moins compliqué, même si ce n'est pas tout à fait simple, que de traiter des maladies génétiques du cerveau, par exemple. Je vais prendre deux exemples relativement opposés. Et ensuite, il a été envisagé de traiter particulièrement les déficiences immunitaires combinées sévères pour des raisons que je vais vous expliquer maintenant. J'entre un peu plus de détails sur les déficits immunitaires combinés sévères, parce que ce sont les premières maladies, comme vous allez le voir dans un instant, où il a été démontré que la thérapie génique était efficace. Okay. Il y a aujourd'hui 2 maladies qui ont été traitées. Il y en a d'autres, mais 2, qui sont schématisées ici. Vous retrouvez, ce n'est pas exactement le même schéma que sur la diapo précédente, mais c'est la même histoire. Cellules souches hématopoïétiques, en anglais c'est Hematopoietic Stem Cell, donc HSC, qui donne naissance aux lymphocytes en vert ici, aux polynucléaires violet jaune ici, là ici sont les érythrocytes, globules rouges, plaquettes. Donc c'est la même histoire, c'est dessiné un peu différemment, mais c'est la même histoire. Dans cette maladie-là, qu'on appelle le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, en anglais SCID-X1, donc il m'a dit lié à l'X, c'est-à-dire que le gène est situé sur le chromosome X, ça se transmet comme l'hémophilie, ne touche que les garçons. Vous voyez qu'il manque les 2 cellules d'en haut, là, les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Le reste fonctionne normalement, mais ça ne fonctionne pas. Et on sait que c'est dû à un déficit d'une protéine qui s'appelle gamma-C, dont on connaît la fonction aujourd'hui. Dans l'autre maladie, qui est le déficit d'une enzyme ADA, ADA c'est une abréviation de adénosine désaminase. Adénosine désaminase, c'est une enzyme du métabolisme des purines, donc dans les nucléotides qui sont nécessaires à fabriquer de l'ADN. Donc quand cette enzyme est déficiente, on ne va pas entrer dans tous les détails, comme vous pouvez le voir, la conséquence, c'est qu'il n'y a ni lymphocyte T, ni lymphocyte NK, ni lymphocyte B. Il n'y a plus rien du tout. En fait, le point commun à ces 2 maladies, même si le mécanisme moléculaire n'est pas le même, c'est l'absence des lymphocytes T, car sans lymphocytes T, on ne peut pas vivre plus qu'1 an. En général, les enfants décèdent au bout de quelques mois de vie d'infections extrêmement sévères, car cette immunité liée aux lymphocytes T est fondamentale dans la protection contre toutes sortes de microbes. Donc ces maladies, on sait depuis 1968, 50 ans, non, pas 50 ans, j'exagère, 47 ans, on sait qu'on peut, dans des situations favorables, les traiter en apportant les cellules souches du système sanguin de quelqu'un de sain, bien portant. Donc on remplace schématiquement la fabrication des lymphocytes qui n'est pas opérationnelle par une fabrication de lymphocytes opérationnels, lymphocytes T opérationnels, par la moelle osseuse de quelqu'un d'autre. Ça fonctionne très très bien lorsque donneur et receveur sont compatibles dans les groupes tissulaires, mais il y a toutes sortes de difficultés liées au conflit immunologique lorsqu'il n'y a pas de compatibilité entre donneur et receveur. On peut y arriver, mais les résultats ne sont pas très bons. D'où l'idée, plutôt que d'utiliser dans ces cas-là les cellules souches de la moelle osseuse de quelqu'un d'autre, d'utiliser les propres cellules souches de l'individu en faisant cette modification génétique d'une thérapie génique. Et pourquoi on a pensé à ces maladies-là parmi les myriades de maladies génétiques qui existent? Donc d'une part parce qu'on a accès aux cellules souches dans le système hématopoïétique. On va passer ça et aller là directement. D'autre part, en raison d'une observation qui va vous paraître très étonnante, qui a été faite dans notre laboratoire il y a maintenant 20 ans par quelqu'un qui s'appelle Geneviève de Saint-Basile, qui est, comme vous pouvez voir écrit ici, une thérapie génique naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ici, je vais vous raconter ce qui est schématisé à droite, l'histoire d'un enfant absolument exact qui a bénéficié, par chance, d'un événement génétique qui a corrigé partiellement sa maladie. Donc il y a eu une thérapie génique naturelle. Je m'explique. Mais c'est quand on a compris ça
qu'on a compris que ce type de pathologie pouvait sans doute être traité par thérapie génique. À gauche, à nouveau, de façon ultra schématique, c'est ce qui se passe chez des patients qui ont cette maladie, déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X, X1. Donc il y a une absence, je vous l'ai déjà dit, de production des lymphocytes T et lymphocytes NK. C'est vide là, alors qu'on devrait avoir des cellules. Ce malade, donc encore une fois, je vous rappelle que ce type de pathologie provoque la mort avant l'âge de 1 an en l'absence de traitement. Ce malade-là, dont les cellules sont schématisées ici, avait reçu une mutation héritée de sa mère qui n'était pas compatible avec l'expression de cette protéine gamma C, qui est schématisée là. Donc normalement, puisqu'il n'a pas eu de greffe de moelle osseuse, il aurait dû mourir dans la première année de vie. Il n'est pas mort dans la première année de vie, et il est arrivé chez les médecins, en Allemagne, peu importe, avec une maladie très modérée, un excès d'infection, s'il était quand même malade, sinon il n'aurait pas été évidemment connu du monde médical. Et on s'est aperçu qu'on avait une situation extrêmement curieuse. Dans son sang, il y avait des lymphocytes T qui expriment cette fameuse protéine gamma C qui est à la surface de la cellule, qui joue un rôle très important pour leur fabrication dans la moelle osseuse. Par contre, il n'y avait pas de cellules NK. Et surtout, on s'est aperçu d'une chose absolument étonnante, c'est que si on séquençait le gène qui permet de fabriquer gamma C, si on le faisait par exemple dans les lymphocytes B, qui sont normalement présents, ou dans des cellules épithéliales de la bouche, ou de la peau, ce que vous voulez, enfin tout n'a pas été fait, mais un certain nombre de choses ont été faites, il avait bien la mutation héritée de la mère. Mutation dont on sait qu'elle empêche l'expression de cette protéine. Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas. Dans les lymphocytes T de cet enfant, par contre, la séquence du gène qui donne naissance à la protéine gamma C était normale. Okay ? Donc il y avait une séquence génétique différente dans les lymphocytes T du reste du corps de cet enfant. Et la seule explication de cette affaire, c'est qu'il y a eu un événement par chance, ce qui arrive très rarement, qui a provoqué une mutation sur la mutation. En l'occurrence, c'est une mutation qui a complètement corrigé avec la séquence normale la séquence du gène. Mais la chance pour cet enfant, c'est que cet événement a priori unique a eu tellement d'importance qu'il a permis de sélectionner des précurseurs des lymphocytes T dans les étapes de division cellulaire, là, ici, quelque part là, dans ces phases où ça se divise. Là, il n'y a pas beaucoup de divisions montrées. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a 10 à 15 divisions cellulaires, au moins, qui se passent. Donc, mais imaginez que c'est cette cellule-là qui est corrigée, par chance, thérapie génique naturelle, qui a donné naissance à plein de lymphocytes T. Donc, même si ce n'était pas tout à fait en quantité normale, c'était quand même dans une quantité suffisante pour que cet enfant, à l'âge de 6 ans, n'ait qu'une maladie modérée et qu'il ait des lymphocytes T fonctionnels. Donc, on a compris que même probablement la correction avec des virus, dont on a déjà parlé, dont je vais vous reparler, d'un petit nombre de précurseurs cellulaires, de lymphocytes, pourrait être suffisant pour donner naissance probablement à un nombre normal de lymphocytes T. Et on sait par ailleurs que les lymphocytes T ont une durée de vie qui se chiffre en dizaines d'années. Contrairement aux polynucléaires, si on vient à mon petit schéma ici, les polynucléaires, qui sont, comme vous savez, des cellules importantes pour combattre les infections bactériennes, ils sont là, les granulocytes, leur durée de vie est de 2 jours. Donc chaque 2 jours, tous nos polynucléaires sont remplacés. Okay ? La durée de vie des lymphocytes, c'est des dizaines d'années. Donc on n'a pas besoin d'en produire tout le temps, même si on continue à en produire. Si on arrive à en produire un certain stock, on peut tenir un bon moment. Donc ces deux notions conjointes, la capacité extraordinaire de division des précurseurs des lymphocytes T, démontrée par cet événement incroyable de thérapie génique naturelle observé chez cet enfant, qui a été ensuite observé chez d'autres, associée à la notion que ces cellules ont une très longue durée de vie, donnait 2 facteurs fantastiquement favorables pour penser qu'une thérapie génique serait efficace. Et donc on fait penser que cette maladie-là et la maladie voisine dont j'ai parlé juste avant, où il y a les mêmes observations ont été faites, étaient les maladies candidates idéales pour tester l'hypothèse qu'une thérapie génique pouvait corriger une maladie génétique. C'est exactement comme ça que le raisonnement a été mené dans le courant des années 90. Ça a impliqué qu'on ait compris la physiopathologie de la maladie, évidemment identifié les gènes, et compris ces 2 notions que je viens de vous indiquer. Donc c'est fondé sur ces 2 observations, la conjonction de ces 2 observations, plus donc l'accès aux cellules souches, que s'est développée l'idée de traiter ces maladies. Et donc ça a été fait. On va montrer, après ce long préambule, ce qui se passe. On va passer ça. On va aller dire, je reviendrai en arrière, excusez-moi, mais je vais vous montrer ça pour schématiser les choses. Donc ça, c'est la situation schématique de la moelle osseuse d'un enfant qui a cette déficience immunitaire combinée sévère. Tout va bien
pour les globules rouges, tout va bien pour les plaquettes, tout va bien pour les polynucléaires et d'autres cellules, mais ça va mal du côté des lymphocytes T. Comme vous le voyez, lymphocyte NK, il n'y a rien. Donc l'idée, c'est simple, c'est avec un rétrovirus, ce rectangle est censé représenter un rétrovirus, on va ex vivo au laboratoire infecter les cellules souches qu'on aura isolées schématiquement de la moelle osseuse, de telle manière que on a là maintenant le petit rectangle bleu qui est censé représenter le gène thérapeutique dans le génome de cette cellule, et qu'ensuite, maintenant, cette cellule est capable de fonctionner normalement au stade ultérieur et va donner naissance à des lymphocytes T, aussi à des lymphocytes NK, mais c'est moins important, qui fonctionnent parce qu'ils ont le rectangle bleu, ça veut dire le gène qui est capable de produire la protéine gamma C, ou l'ADA, ça revient au même. Okay, donc c'est ça qui a été fait, et je vais vous montrer comment on a fait. D'abord, il a été montré, mais je ne vais pas être trop long là-dessus, que ça pouvait être fait au laboratoire, ou chez des petites souris, pareil. Donc ce sont des petites souris qui ont la même maladie que ces patients, ils n'ont pas la protéine gamma C. Donc on peut prélever les cellules de la moelle osseuse, les infecter avec un virus qui contient le gène gamma C. On l'injecte à une souris également déficiente et on regarde ce qui se passe. Et on peut voir par exemple, ça c'est les travaux qu'on a fait à la fin des années 90, on peut voir que dans la rate de ces souris traitées, celle-ci, normalement, on a ces points noirs là et là, en image dite de cytométrie de flux, avec des anticorps fluorescents. Ça permet de détecter les deux catégories de lymphocytes T, CD4 ici, CD8 ici. Donc ça, c'est une image normale d'une souris sauvage. Sauvage, ça veut dire qu'elle n'est pas mutée. Chez une souris déficiente en gamma C, vous voyez, il n'y a pratiquement rien. Ni CD4, ni CD8. Donc ça témoigne du déficit unitaire. Une souris traitée, vous voyez qu'on rétablit la présence de lymphocytes T, CD4 et CD8. Et puis, on peut faire les mêmes transferts secondaires, je vous ai parlé tout à l'heure. On reproduit à nouveau ici, on ne mesure pas tout à fait la même chose. On regarde les lymphocytes T là et les lymphocytes B. Donc, il y a des lymphocytes T après transfert secondaire, ce qui témoigne du fait qu'on a corrigé les cellules souches. Donc, ça, c'était la démonstration de la faisabilité chez la souris. Mais le nombre de thérapeutiques qui fonctionnent chez la souris et qui ne fonctionnent pas chez l'homme, on peut en écrire des livres. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Néanmoins, c'était encourageant. Donc, ceci a été mis en place chez l'homme. Comment ça se passe ? Quelle est la façon de procéder? Elle est sur le principe extrêmement simple. Il consiste à prélever les cellules de la moelle osseuse d'un enfant. Ça, c'est un dessin fait par un des enfants traités. Donc, sous anesthésie, on prélève des cellules de la moelle osseuse, en général au niveau de l'ossiliaque, comme pour les dons de moelle osseuse. À partir de cet échantillon cellulaire, on sélectionne avec des anticorps les cellules les plus immatures, donc celles qui sont intéressantes, qui contiennent notamment les cellules souches. Et ces cellules, on va les mettre en culture avec des substances qui vont favoriser leur division dans la mesure du possible, puisque à cette époque-là, ce que je vous raconte, ça se passe en 1999-2000, on utilisait des virus qui ne pouvaient infecter et corriger, transduire, qui est le terme exact scientifique, que des cellules en division. Donc on essaie de les faire se diviser pendant 24 heures, et puis on les infecte 3 jours de suite. C'est vraiment des recettes de cuisine qui sont testées pour les rendre les plus efficaces possibles, mais on n'est pas loin des recettes de cuisine. C'est très empirique comme démarche. Ces cellules, qui sont dans des sacs évidemment très étanches et dans des conditions de sécurité, sont infectées 3 fois, 3 jours d'intervalle avec le virus. On les infecte, on les lave et hop, on les réinjecte par voie veineuse aux malades et après on regarde ce qui se passe. De façon un tout petit peu plus scientifique, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est le virus, c'est un rétrovirus. Donc on a placé dedans le gène gamma C en utilisant la technique que je vous ai brièvement décrite tout à l'heure. Donc ces rétrovirus sont capables d'infecter les cellules, mais ne sont pas capables de donner naissance à d'autres virus. C'est une notion importante. Donc ces virus peuvent entrer, et de façon très schématique, l'ARN viral est rétrotranscrit en ADN, ça je vous l'ai déjà dit, qui peut, si la cellule se divise, être en contact avec un chromosome, de telle manière qu'il y a un événement de recombinaison marqué par ces petites croix, et que le résultat final, c'est qu'on a maintenant la petite séquence jaune issue du virus qui fait partie du génome de la cellule. Donc à chaque fois qu'elle va se diviser, cette séquence va être copiée. Donc toutes les cellules filles sont susceptibles d'être corrigées. Et par ailleurs, cette séquence génétique peut être transcrite grâce à la fonction promotrice du LTR du virus, c'est-à-dire que la petite extrémité, là, schématisée ici, on reviendra là-dessus tout à l'heure, pour qu'un ARN messager soit produit, l'ARN traduit en protéines, et la protéine gamma C, elle est là, schématiquement, elle va à la surface de la cellule, parce qu'elle sert de récepteur à des substances que sont des cytokines, qui permettent à la cellule de proliférer et ensuite de donner naissance aux lymphocytes. Okay, donc c'est l'idée. Encore une fois, pour l'instant, on est dans la théorie. Et juste pour mentionner que ce travail, il a été fait par 2 personnes qui continuent de travailler sur ces sujets au laboratoire à Necker, Marina Cavazzana et Salima Hassenbey Abina.
Donc ça, je vous l'ai déjà dit, on donne ça. Alors en pratique, quels sont les résultats? On a commencé à faire ça en 1999, il y a maintenant 16 ans. Donc il y a eu 10 malades traités chez nous et puis 10 malades traités en Grande-Bretagne, à peu près par la même technique. Et voilà les résultats cliniques. Donc de ces 20 malades traités entre Paris et Londres, 18, 90%, aujourd'hui sont en vie, 2 sont décédés, et 17 sont en vie sans signe de la maladie. C'est-à-dire que leur déficit immunitaire est suffisamment corrigé pour qu'ils puissent vivre correctement, comme nous, à l'air libre, en contact avec toutes sortes de microbes sans être infectés. Vous le verrez tout à l'heure, ces malades ont récupéré des lymphocytes T. Donc ce qui est intéressant ici, c'est premièrement, donc ça a permis à ces individus de se vivre, de récupérer un système immunitaire, et de façon stable, puisque maintenant, pour les premiers malades traités, nous sommes un peu plus de 16 ans après le moment du traitement, et ils n'ont pas perdu leurs cellules, donc ce qui confirme l'idée que ces cellules sont à longue durée de vie, et que donc l'efficacité est durable. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle, et c'était la première démonstration qu'une thérapie génique, effectivement, pouvait être efficace. Et comme je l'ai expliqué assez longuement tout à l'heure, dans une circonstance particulièrement favorable. Malheureusement, ces résultats ne permettent pas immédiatement de transposer la même technique pour traiter toutes sortes d'autres maladies. On verra ça ensuite. Mais c'était un premier résultat. Et d'autres équipes l'ont fait donc pour le déficit en adénosine désaminase, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je rappelle qu'il n'y a pas de lymphocyte T, ni B, ni NK. Ils ont, entre 2002 et 2013, il y a eu plusieurs essais cliniques en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a eu 42 malades traités, et 31 fois sur 42, c'est 3 fois sur 4, le traitement était efficace, c'est-à-dire que des lymphocytes T ont été produits, et à nouveau avec un résultat stable, puisque les premiers malades traités l'ont été maintenant il y a 14 ans, la médiane, comme on dit, de l'ensemble de ces malades traités est de 7 ans et demi. Pour cette maladie-là, il y a un critère supplémentaire, c'est qu'en fait, il y a une autre thérapeutique qui est d'apporter l'enzyme déficient. On peut injecter, on va voir intramusculaire l'enzyme, une autre forme de biothérapie, produit de génie génétique, ce qu'on appelle une enzymothérapie, qui marche partiellement, pas un très très bon résultat, mais ça marche partiellement, ça coûte horriblement cher. Donc le meilleur critère d'efficacité d'une autre thérapeutique, c'est de démontrer que les malades n'ont plus besoin de l'enzymothérapie. Et donc ici, vous voyez que 31 fois sur 42, il a été possible d'obtenir que les malades vivent et des lymphocytes T sans enzymothérapie. Donc ce qui était une bonne nouvelle, puisqu'on a 31 malades ici, plus ici strictement 17, 48 malades, qui aujourd'hui, il y en a d'autres depuis, on va le voir, vivent grâce à une thérapie génique ou un système immunitaire suffisamment fonctionnel pour vivre dans des conditions normales et avec un recul qui atteint donc encore une fois 16 ans. Donc, première preuve d'efficacité qui montrait que le concept initial, tel que je vous l'ai exposé tout à l'heure, le fait en fait que les cellules, le petit nombre de cellules corrigées, ou le nombre de cellules corrigées, quel qu'il soit, ce nombre, en fait on sait que c'est un petit nombre, ont un avantage, sont sélectionnés, se divisent en grande quantité quand toutes les autres cellules meurent dans la fabrication des lymphocytes. Et que ça suffit à reconstituer un système immunitaire des lymphocytes T. Donc c'est ça la situation particulière. En bas, vous avez le nom des gens qui ont fait ces travaux. Tout va bien jusque-là? Non. Parce que malheureusement, cette efficacité a été ensuite associée à une toxicité. Donc ça, c'est une notion très importante qui a eu des effets de ralentissement sérieux du développement de la thérapie génique, et je vais vous expliquer. Parmi les 20 malades atteints du déficit immunitaire combiné sévère IALX, donc le déficit en protéine gamma-C dont je vous ai parlé, 5 d'entre eux, c'est indiqué ici, 1 sur 4, exactement 5, ont développé dans cet intervalle de temps-là, donc à peu près entre 2 ans et 5 ans après la thérapie génique, une leucémie, donc un cancer des lymphocytes, donc évidemment quelque chose de grave. 1 sur 4, c'est beaucoup et ce n'est pas quelque chose d'acceptable médicalement parlant. Même si, in fine, ça n'a provoqué qu'un seul décès, et c'est encore un de trop, et que les autres malades ont pu être guéris assez facilement même. Donc évidemment, quand cette toxicité est apparue, qui était inattendue en tous les cas dans sa fréquence, je vais vous expliquer ça dans une seconde, cela a entraîné l'interruption de ces essais cliniques, c'est la logique de la démarche de recherche médicale, malgré l'efficacité, ce qui était d'autant plus difficile. On arrêtait un traitement qui était efficace, mais parce qu'il était trop dangereux et qu'à la limite, on pouvait craindre que tous les malades finissent par développer une leucémie. On ne pouvait pas le savoir a priori. Et un gros effort a été entrepris pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi l'introduction d'un matériel génétique dans des cellules, dans le génome, comment ça peut provoquer une leucémie? Parce que, encore une fois, c'était théoriquement un concept
qui était envisagé, mais dont on pensait que le risque, la fréquence, a priori, était extrêmement faible. Et ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque 1 sur 4, c'est beaucoup plus que très faible. Qu'est-ce qui se passe chez ces malades? Qu'est-ce qui s'est passé chez ces malades? Si on prend le petit schéma que je vous ai déjà montré tout à l'heure, un virus qui infecte une cellule, donc imaginez ici, c'est en bleu, c'est le cytoplasme, et en jaune, le noyau d'une cellule hématopoïétique, donc qui donne naissance aux cellules sanguines, donc notamment aux lymphocytes. Donc on a déjà vu que le matériel génétique issu du virus s'intégrait dans le génome. Donc c'est ici indiqué ici. On passe de cette étape où c'est en dehors du génome, et hop, maintenant il est dans le génome. On pensait, quand on a débuté ces travaux, c'est un on collectif, que cette intégration dans le génome se faisait au hasard, n'importe où dans le génome, okay, au sein des 3 milliards de paires de bases de notre génome. Et à l'époque, 1999, c'est une époque qui aujourd'hui est quasiment préhistorique en biologie et en génétique, parce que c'était avant le moment où on a connu la séquence du génome humain, qui se situe en 2001 à peu près. Donc on n'était pas capable, en 1999, en tous les cas, d'étudier exactement ces règles d'intégration. Donc est-ce que c'est vrai que le virus s'intègre au hasard ou est-ce qu'il ne s'intègre pas au hasard? On a appris, malheureusement aux dépens de quelques malades, que l'intégration ne se fait pas du tout au hasard et que 60 fois sur 100, 6 fois sur 10, le virus va intégrer son génome, donc ce petit bidule-là, à proximité d'un gène. Donc ça ne peut pas être le hasard, parce que les gènes représentent la partie codante des gènes, c'est à peu près 2% du génome. Donc on a 60% des intégrations dans 2% du génome. Donc ça, ce n'est pas du hasard. C'est clair qu'il y a un événement biologique qui favorise l'intégration dans ou à proximité des gènes, et en plus dans des gènes qui sont actifs, c'est-à-dire qui sont transcrits dans les cellules infectées. Et il se trouve que dans les gènes transcrits, donc qui sont en fonctionnement dans les précurseurs des cellules sanguines, il y a des oncogènes. Un oncogène, c'est un gène normal, hein, mais un gène dont le fonctionnement pathologique, la dérégulation, est associé à un cancer, parce qu'il modifie la biologie de la cellule, fait par exemple qu'elle n'arrête pas de se diviser ou qu'elle ne meurt pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez ces malades? Le hasard a voulu que dans quelques cellules, l'intégration du matériel génétique du rétrovirus s'est faite à proximité, c'est une image naturellement, de ce que j'ai représenté ici par un carré rouge, qui est la position dans le génome d'un oncogène. Et jusque-là, ça n'explique toujours pas les choses. Ce qui se passe ensuite, ça c'est la séquence détaillée génétique du virus, je n'entre pas dans le détail. Il faut savoir que dans les extrémités, dont je vous ai déjà dit un mot qui s'appelle LTR, il y a des séquences que les biologistes appellent des enhancers, c'est-à-dire des séquences qui sont capables d'agir sur des gènes à distance et d'induire leur transcription. Nous avons des milliers d'enhancers, 1 million d'enhancers dans notre génome qui contrôlent l'expression des gènes. Donc, mais ça, c'est une séquence enhancer virale, mais qui peut interférer avec le génome humain ou le génome de n'importe quelle espèce. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est non seulement le hasard fait que, enfin le semi-hasard, que l'intégration s'est faite à côté de l'oncogène, mais en plus, l'élément génétique du virus, enhancer, agit sur l'oncogène, on va avoir un dessin tout à l'heure qui vous remontre cela, et qui, dans notre jargon, transactive l'oncogène, c'est-à-dire induit de façon pathologique l'expression de l'ARN messager à partir de l'oncogène. Donc on a une expression constante de l'oncogène, et là on est dans une situation à risque de cancer. Ok ? Je vais vous montrer ça, oui, je reviendrai à ça après. J'ai envie de vous montrer tout de suite ça. C'est de façon plus détaillée les choses. Vous avez ici le gène, un gène qui se trouve un oncogène, mais intact. On a le promoteur, un exon, un deuxième exon, un troisième exon et des séquences intermédiaires qu'on appelle les introns. Vous savez que les gènes ont des séquences codantes, les exons, le promoteur qui permet l'expression, et des introns qui sont des séquences non codantes, mais qui sont importantes et qui sont retirées secondairement. Donc vous avez ici le détail entre U3 et U5 ici. Ça, c'est le matériel génétique qui vient d'un vecteur qui s'est intégré dans ce gène. Et là, dans l'exemple qui est montré ici, l'intégration s'est faite dans le premier intron, entre l'exon 1 et l'exon 2. Okay, là, vous retrouvez l'exon 1 et l'exon 2, il est là maintenant, il est plus loin, parce qu'il y a tout ça qui est venu se mettre entre les deux. Okay, donc c'est exactement ce qui se passe. Et donc, dans la région externe, les LTR, c'est là qu'est la séquence enhancer. Et c'est donc cette séquence enhancer, dans la région U3, peu importe le détail, va agir sur le promoteur du gène et va mettre en marche la transcription. Et donc, en permanence, ce gène, avec l'exon 1, l'exon 2, l'exon 3, etc., va être produit. Enfin, l'ARN messager va être produit.
Donc c'est ça, ce phénomène de transactivation qui est déclenché de façon pathologique et qui vient surajouter à ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est l'expression de ce qui est vert ici, c'est-à-dire le gène thérapeutique, le transgène, sous la commande des mêmes séquences. Donc ça donne ceci, c'est la dérégulation complète d'un oncogène qui s'appelle LMO2, peu importe le nom de l'oncogène, mais c'est un exemple réel d'un patient, numéro 4 ici, qui a dans ses cellules leucémiques une très grande quantité de l'ARN messager de LMO2, également la protéine, alors que normalement cette cellule ne devrait pas l'exprimer. Donc c'est la conséquence du fait que, c'est à peu près la même image que celle que je viens de vous montrer, mais simplifiée, mais avec 3 exemples de malades. Chez le malade numéro 5, il y a eu une intégration en amont, en 5' du premier exon, donc dans le promoteur. Dans le malade numéro 4, dans le premier intron, c'est exactement la même image que celle que je viens de vous montrer en dessin. Chez un autre malade P10 dans le deuxième intron, mais la résultante finale, c'est qu'à chaque fois, ça dérégule le système par ce phénomène de transactivation. Donc on a compris ça, et c'était important de comprendre parce qu'au moins on savait faire le lien entre cette thérapeutique et cette complication. Donc la question suivante, c'est est-on capable de remédier à ce problème? À un moment, les gens ont pensé que non, parce que de façon semi-anecdotique, des grands journaux scientifiques ont écrit des choses pas très sympas. En 2003, un éditorial du journal Nature, qui est, comme vous savez, un journal important en sciences, a écrit la chose suivante. Donc ça se passe au moment où il y a une connaissance du fait que des leucémies peuvent survenir dans le contexte de ces essais cliniques. Donc le journal Nature a écrit dans un éditorial « Cancer fears cast doubts on future of gene therapy ». Donc en gros, ces risques de cancer font qu'on peut avoir de sérieux doutes sur l'avenir de la thérapie génique. Ils enterraient à peu près la thérapie génique, ce qui est un peu dur quand même si on peut se poser des questions. Ce qui est intéressant sur un plan de l'anecdote, enfin qui n'est pas que de l'anecdote, mais aussi qui reflète comment les médias scientifiques traitent les informations scientifiques. Le même journal, 6 ans après, 2009, un autre titre, « Gene Therapy deserves a fresh chance ». Autrement dit, le journal en 6 ans a changé d'avis. En 2003, la thérapie génique, c'est fini. Et en 2009, après tout, il y a, comme vous pouvez lire en dessous, en anglais, l'intérêt initial de la thérapie génique avait disparu parce que la technologie ne fonctionnait pas au niveau de ce qu'on en attendait, mais des progress, Progress Medicines depuis, qui ont reçu au début peu d'attention, mais suggèrent qu'après tout, la désillusion, je ne sais plus comment on dit en français, la désillusion était erronée. Donc ce qu'ils disaient il y a 6 ans, ils faisaient une forme de mea culpa. Enfin, ils n'ont pas fait très fort comme le mea culpa, mais ils ont fait un mea culpa. Donc ce qui est intéressant, maintenant si on revient à la science, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 2003 et 2009. Donc ce qui s'est passé entre 2003 et 2009, c'est la compréhension de ce que je viens de vous raconter, le mécanisme qui fait que l'intégration d'un matériel génétique d'un virus peut déclencher une leucémie, un cancer. Et puis, plus important encore, après la compréhension, c'est de trouver la solution. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc ce schéma, je vous l'ai déjà montré, et donc je le répète pour essayer d'être le plus clair possible. Le vecteur s'intègre quelque part dans un gène, donc on a vu que ce n'était pas le hasard malheureusement, donc ce qui augmentait beaucoup le risque de ce problème. Il s'agit d'un oncogène, et cette séquence, une partie de la séquence en fait qui est marquée U3 ici, qui est présente des deux côtés, aux deux extrémités du génome du virus, est capable d'agir à distance sur le promoteur. La distance, ça peut même être une sacrée distance, ça peut être jusqu'à, si on compte en unités de paires de bases, 10 000 paires de bases, 50 000 paires de bases, donc à relative distance du gène, dans certains cas. Agir sur le promoteur, enclencher la transcription de l'oncogène et donc les dégâts qu'on a vus. Donc la solution, en fait, elle est évidente, mais comme toujours, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Ça consiste à modifier le virus de telle manière que, et là vous pouvez le voir d'après le dessin, vous voyez que la séquence en jaune, ocre, est devenue toute petite. Donc on a enlevé un morceau de la séquence du vecteur rétroviral qui contient la séquence enhancer. Donc ce virus-là, il va s'intégrer potentiellement, c'est le même à part cette différence, donc delta U3, il manque un morceau de U3 dans du LTR. Donc ce virus-là, il peut s'intégrer exactement au même endroit, il n'y a aucune raison qu'il change sa capacité d'intégration dans le génome. Mais par contre, il a perdu cette capacité-là d'agir sur le promoteur. Donc, théoriquement, ce type de vecteur doit être sûr de ne plus entraîner d'effets de transactivation et donc de cancer. Néanmoins, pour que ça fonctionne, il faut un promoteur, parce que sinon, je l'ai dit au tout début,
il n'y aura pas d'expression du gène thérapeutique. Donc il faut ajouter une séquence, on en enlève une, on en rajoute une autre, mais qui n'est pas en principe, mais c'est jamais blanc-noir, c'est la difficulté, qui n'est pas un enhancer, donc il ne peut pas agir à distance. Cette séquence ne peut pas agir à distance pour activer un gène. Mais ce n'est pas, encore une fois, en blanc-noir, tous les promoteurs à des degrés divers ont une force telle qu'ils puissent induire une action sur le promoteur de l'oncogène. Mais en principe, on choisit un promoteur donc, qui est d'une force intermédiaire, suffisant pour que ce qui est en vert ici, le gène thérapeutique, soit transcrit. Cette flèche ici indique la transcription, la production de l'ARN messager attendu, thérapeutique, mais pas l'effet sur le promoteur de l'oncogène. Okay. Ces vecteurs, on les appelle en anglais SIN, c'est pour self-inactivé, auto-inactivé, c'est un jargon épouvantable, mais c'est les mots que nous utilisons tous les jours. Le SIN vecteurs, c'est self-vecteurs auto-inactivés, qui n'ont plus cette capacité de transactivation de gènes. Donc ça a été l'idée, et cette idée a été mise en œuvre par un certain nombre de personnes, et des vecteurs ont été produits, les voilà, les fameux SIN, et de nouveaux essais cliniques ont pu être élaborés. Là, il y a une question éthique, je dirais un tout petit mot, qui était difficile. On partait d'une situation, certes, avec efficacité, mais un risque important. Et dans quelle mesure la modification des vecteurs qui avait été faite, telle que je vous la montre là, était suffisamment sûre pour reprendre des essais cliniques? Est-ce qu'on était licite de reprendre un risque? Et il est très difficile de répondre à cette question parce que c'est bien la théorie. On peut faire des tests avec des cellules au laboratoire et montrer qu'effectivement, dans certains tests, on peut démontrer qu'il n'y a pas de transactivation. On est très content, mais est-ce qu'on peut se satisfaire de résultats de tests au laboratoire sur des cellules plus ou moins artificielles et le transposer à la réalité humaine? Alors, l'étape intermédiaire, logique, c'est de tester dans des modèles animaux. Donc on peut le faire. Ce seul problème, c'est que si vous... Je vais revenir en arrière, même si c'est un peu loin, mais pour que ça soit clair. Voilà, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut démontrer chez la souris que la thérapie génique du déficit immunitaire combiné sévère et ALX fonctionne. On était très content de ces résultats. Mais vous dire, est-ce que chez ces souris, on a observé des leucémies? A priori, même cause, mêmes effets. Réponse, non. C'est-à-dire tester chez la souris, la stratégie qui a donné naissance à des leucémies chez l'homme n'en a pas donné chez la souris. Probablement, pour des questions de durée de vie des souris, la durée de vie d'une souris, c'est 2 ans à peu près. Et je vous ai dit tout à l'heure que ces complications leucémiques surviennent 2 à 5 ans après thérapie génique. Donc, ce qui veut dire que le modèle animal, en tous les cas murin, n'est pas adapté. Donc, c'est un exemple qui va contre l'idée générale que je partage, surtout vous ne méprenez pas sur mes propos, que l'expérimentation animale n'est pas toujours pertinente pour une question de médecine. En général, elle l'est, surtout c'est un sujet délicat actuellement, il y a les menaces sur l'expérimentation animale, à mon avis totalement déraisonnables, mais ça c'est un exemple difficile, où on n'a pas de bon modèle animal. Donc on est obligé d'avoir une discussion, et pour les autorités réglementaires, d'accepter ou de ne pas accepter une prise de risque dans des conditions où il y a des arguments théoriques, des arguments expérimentaux, mais fragiles, parce que liés uniquement à des cellules. Donc le pas a été franchi compte tenu de l'efficacité qui avait été démontrée par ailleurs, qui faisait que la balance théorique, eh bien, elle ne peut être que théorique, entre efficacité attendue et risque pris était très en faveur de l'efficacité, pour une maladie très grave. Mais c'est une discussion qui est assez délicate. Donc ceci a été fait, je reviens à la situation maintenant, ce dont je vais vous parler se passe en 2009-2010, pour la maladie précise qui est le déficit immunitaire combiné sévère et ALX, tout ça on l'a vu déjà, on va passer ça. Et ça, c'est compliqué, mais ça va être très vite à dire, que donc un nouvel essai clinique a débuté pour la même maladie, le déficit immunitaire combiné sévère ALX. C'est tout pareil, sauf que le virus a changé. Il ne contient plus la séquence dite enhancer, susceptible de provoquer une leucémie, mais tout ce qu'il faut pour que le gène thérapeutique soit exprimé. Est-ce que ça fonctionne? La réponse est oui. C'est montré dans trop de détails dans cette diapositive, mais c'est juste quand même pour illustrer un instant le fait que chaque courbe correspond à un malade donné qui a été traité depuis 2009-2010, et c'est l'apparition des lymphocytes T dans le sang, et avant traitement, il n'y a rien, et après traitement, bon, le nombre varie, mais il est grosso modo normal, ça persiste les 6 et 3 ans. Ça, c'est des catégories de lymphocytes T, ça, c'est la comparaison de la cinétique d'apparition des lymphocytes T dans le premier essai clinique en bleu, dans le deuxième essai clinique en noir, c'est à peu près la même chose. Et il y a certains types de cellules, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Autrement dit, avec ce nouveau vecteur, il a pu être démontré, c'est ce que je vous indique pour l'instant, que l'efficacité était grossièrement la même qu'avec le premier vecteur. Donc on n'avait pas perdu l'efficacité. Mais évidemment, la grande question, c'est avait-on gagné en sécurité? Puisque tout ceci a été fait
pour éviter le risque de leucémie. Et là, c'est évidemment le point critique. Une bonne nouvelle, c'est qu'en regardant au sein des cellules chaque point, chaque cercle, c'est un malade. En noir, c'était les malades traités dans le premier essai où il y a eu des leucémies, et en rouge, marron, là, je ne sais pas, les malades traités dans le second essai. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde combien de fois le vecteur s'est intégré dans un oncogène, on peut aujourd'hui, en séquençant le génome, assez facilement déterminer, je vais vite sur quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça, mais le message est juste, on peut déterminer, parmi les lymphocytes qui sont dans le sang, combien de fois le vecteur, le matériel génétique du virus, s'est intégré dans un oncogène. Et vous pouvez voir, vous avez les résultats malade par malade, qu'il y en a nettement moins dans le second cas que dans le premier. Alors, a priori, vous pouvez dire que c'est un résultat surprenant, je vous ai dit qu'on ne modifiait pas la façon dont les vecteurs s'intégraient, donc on doit en trouver autant dans les oncogènes. Ça veut dire qu'ils ont été moins sélectionnés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que dans le premier essai clinique, mais moins dans le second, peut-être pas du tout, le fait que le vecteur s'intégrait dans un oncogène ou à côté d'un oncogène avait un effet sur la cellule, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite, puisqu'au pire, cela provoque une leucémie. Donc c'est plutôt rassurant, mais c'est nécessaire, mais non suffisant. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il n'y a eu aucun enfant qui ait développé de leucémie, avec un recul qui atteint maintenant pour les tout premiers 4 ans et demi, ce qui est encore un tout petit peu limite en termes d'efficacité. Mais la vraiment bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est qu'en mettant ensemble des données qui sont issues de différents essais cliniques pour différentes maladies, je vais vous parler ensuite de l'extension de l'application de cette thérapeutique à d'autres maladies, si on compare le risque de développer une leucémie lorsqu'une thérapie génique a été efficace, chez des malades qui ont été traités, il y en a 30 ici, pour différentes maladies, ont été traités avec les vecteurs dits de première génération. Vecteurs première génération, donc, sont les vecteurs où le LTR contient la séquence enhancer, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez voir que les résultats sont même pires que ce que je vous ai dit tout à l'heure, en incluant d'autres maladies, puisque une fois sur deux, schématiquement, des malades ont développé une leucémie. Ici, ce qu'on mesure, c'est la fraction de patients qui sont en vie sans leucémie. Ça ne veut pas dire que les autres sont décédés, mais sans leucémie, 1 sur 2 seulement. Donc c'est évidemment pas acceptable. Et depuis qu'on utilise ces vecteurs modifiés, dits SIN, donc on a enlevé les séquences enhancer des vecteurs, il y a plusieurs types de vecteurs, plusieurs maladies, vous reconnaissez le déficit immunitaire combiné sévère IALX, il est là, mais il y en a d'autres aussi, on va dire un mot, 0 cas de leucémie, sur 44 malades avec un recul qui atteint pour les premiers 7 à 8 ans. Donc cette différence, elle est solide, et elle permet de conclure avec certitude que les nouveaux vecteurs sont plus sûrs. Néanmoins, ils ne permettent pas de conclure que ces vecteurs sont sûrs. Entre plus sûr et sûr, il y a une nuance que vous comprenez bien. Et pour passer du plus sûr à sûr, ça dépend de ce qu'on appelle sûr, c'est accepter un risque de quoi? 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000. Par définition, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir traité 40 malades, mais 400, 4000, et pas avoir 5 ans de recul, mais 20 ans de recul. Donc on n'aura pas un niveau de précision sur le degré de sécurité des nouveaux vecteurs avant de nombreuses années. Néanmoins, c'est une bonne nouvelle parce que si on met ça en perspective de la gravité des maladies, qui sont des maladies donc toutes mortelles, même si c'est avec une cinétique variable en fonction de ces maladies, cela est quand même extrêmement encourageant. Donc probablement, le concept de production de vecteurs où on a retiré l'élément enhancer est un concept juste en détermination de la sécurité de ces vecteurs. Je vais insister là-dessus parce qu'évidemment, dans le développement en médecine, on est content d'être efficace, mais on veut aussi éviter les effets secondaires. C'est des banalités, mais ceci a été absolument déterminant et a occupé beaucoup de monde donc dans les périodes des années 2000, comme vous l'avez vu. Donc, ce constat est fait, et on peut aussi trouver d'autres systèmes de protection au passage. Il y a d'autres chercheurs qui ont une idée, qui est d'isoler, ça vous paraît curieux, on appelle les insulateurs, c'est du franglais épouvantable, mais on connaît des séquences dans le génome qui isolent une certaine séquence du génome, donc qui la rend imperméable aux influences extérieures. Donc même s'il y a un enhancer à côté, c'est comme s'il y avait un mur et il peut pas passer, son effet ne peut pas passer. Donc on peut penser que si on inclut des séquences enhancer, n'importe quoi, des séquences insulateurs, excusez-moi, insulatrices en français, des séquences insulatrices dans un vecteur de chaque côté, on va isoler cette séquence génétique de l'environnement du génome. Et donc, même s'il y a un enhancer dans le virus, dans le matériel génétique du virus, il ne pourra pas agir sur un oncogène. Donc ceci a été fait. Vous avez par exemple l'exemple d'un vecteur ici intégré dans un gène, avec un effet enhancer qui se fait à distance. C'est exactement ce que je vous ai déjà raconté.
Donc on ajoute des petites séquences qui sont issues du gène de l'hémoglobine, enfin à côté du gène de l'hémoglobine du poulet, enfin, les premières étaient celles-là, d'autres ont été trouvées, on bloque cette capacité de transactivation. Ça marche jusqu'à un certain point, mais pas si bien que ça. Mais il y a de nouveau, récemment, je l'évoque parce que c'est peut-être une source de progrès aussi pour l'avenir, une équipe a montré, c'est une publication très récente, que d'autres types de séquences insulatrices permettaient, qui ont été testées, ça c'était la séquence insulatrice initiale qui a été décrite il y a une quinzaine d'années, qui, lorsqu'on injectait ces cellules dans un système où là il y a des tumeurs, contrairement à ce qui se passe dans des déficits immunitaires combinés sévères à l'X, mais que si on fait une thérapie génique dans ce modèle-là, peu importe les détails, avec un vecteur, un rétrovirus où le LTR est actif et il n'y a pas de séquence insulatrice, 100% des souris font une tumeur. Donc ça, c'est un beau modèle prédictif, mais il ne s'applique pas aux maladies dont je parlais tout à l'heure. Si on introduit la séquence insulatrice, la première qui a été observée, on a un effet protecteur partiel. Avec d'autres types de séquences insulatrices, on ne rentre pas dans les détails, on n'a pratiquement plus de tumeurs. Donc ils sont vraiment des isolateurs puissants et qui évitent les effets d'interaction avec le reste du génome. Ce n'est pas si simple que ça, parce que ces séquences peuvent être mutées, autrement dit, le mur peut se casser la figure, pour prendre l'image du mur. Et donc c'est une protection possible surajoutée à la précédente, mais ce n'est pas tout à fait certain qu'elle soit complètement satisfaisante. Incidemment, dans ce système-là, juste pour expliciter tout ce qui est dans la diapositive, la façon dont les tumeurs ont été déterminées, donc c'était d'infecter les cellules ex vivo, de les cultiver clone par clone et de les injecter à chacun de ces clones à des souris différentes et de compter les tumeurs. C'est une expérience un peu lourde, mais qui a donné ces résultats. Bien, à ce stade-là, donc efficacité démontrée dans des circonstances très favorables, je vous l'ai expliqué, sécurité améliorée en modifiant les vecteurs. L'idée est que, sans doute, on doit pouvoir commencer à traiter des maladies un peu plus compliquées que les déficits immunitaires combinés sévères et aussi un peu moins rares, parce que pour l'instant, ça représente un petit nombre de malades. La première vague, c'était, je vous l'ai dit, 17 plus 31, 48 malades traités efficacement, auxquels aujourd'hui on peut rajouter, pour ce type de maladie, 20 à 30. Donc ça fait une centaine de malades. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, naturellement, à l'échelle des problèmes médicaux, des maladies génétiques et autres. Donc ça, c'est ce qui a été fait. C'est fondé sur la notion d'avantage sélectif que je vous ai expliqué, qui touche les précurseurs de lymphocytes T, qui permet de corriger ces deux maladies-là. Donc c'est en pâle, parce qu'on passe à ce qui suit. Situation un peu plus compliquée, qui va aussi bénéficier d'un avantage sélectif, c'est-à-dire que le gène thérapeutique donne un avantage de croissance aux cellules, donc évidemment ça rend les choses plus aisées, mais pour une maladie donnée, qui s'appelle en anglais WAS, qui veut dire syndrome de Wiskott-Aldrich. Wiskott-Aldrich est le nom des médecins qui ont décrit cette maladie dans les années 30 et 50, et c'est une maladie qui touche les lymphocytes, donc c'est aussi un déficit immunitaire, un peu moins sévère que les précédents. Les lymphocytes sont présents mais ne fonctionnent pas bien, mais aussi les plaquettes, donc ces patients saignent, parce que la coagulation est anormale. Et c'est une maladie très grave qui ne peut être guérie que par greffe de moelle osseuse ou éventuellement thérapie génique. Voilà ce que ça donne. Ça, vous voyez les saignements sur la peau d'un enfant atteint de cette maladie. Donc c'est des enfants, éventuellement de jeunes adultes, mais surtout des enfants, qui ont une immunodéficience de leur lymphocyte T et B, un problème de plaquettes, de l'auto-immunité, et la protéine qui est déficiente s'appelle WASP, la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich, est important pour contrôler l'organisation du cytosquelette des cellules, donc on comprend à peu près ce qui se passe. Donc selon le même raisonnement, plusieurs équipes ont considéré que peut-être cette maladie pouvait être traitée par thérapie génique dans les cas où il n'y a pas de donneur compatible de moelle osseuse, puisque c'est une maladie mortelle. Beaucoup de ces enfants dans le passé, même tous les enfants dans le passé, décédaient de cette pathologie. Mais le raisonnement a été que si on utilise les mêmes vecteurs que ceux qu'on a utilisés pour le déficit immunitaire combiné sévère, qui corrigent un petit nombre de cellules, je vous ai épargné les détails, mais c'est la réalité, ça ne sera pas suffisant dans cette maladie-là, parce que là, on veut corriger beaucoup de cellules souches, parce que non seulement il faut produire des lymphocytes T, mais il faut produire des plaquettes, si on veut vraiment corriger la maladie. Et les plaquettes, pour produire des plaquettes, il faut beaucoup de cellules souches corrigées. Les plaquettes ont une durée de vie de 8 jours. On n'est pas dans les dizaines d'années des lymphocytes T. Donc il faut un système beaucoup plus efficace. Et système beaucoup plus efficace, ça ne peut pas être fondé sur les gamma-rétrovirus. Donc je vous ai dit que c'était incapable d'infecter des cellules souches qui ne sont pas en division. Donc la résultante, seulement un petit nombre de cellules sont corrigées. Donc l'idée là était d'utiliser un autre type de vecteur, dont je vous ai déjà dit un mot, qui sont marqués par LV ici, pour l'antivirus LV, qui est un virus qui est dérivé du virus du sida, HIV. Parce que, encore une fois, le virus du sida, c'est un rétrovirus, donc il s'intègre dans le génome des cellules.
Normalement, il s'intègre dans les lymphocytes T parce que sa protéine d'enveloppe reconnaît des récepteurs à la surface des lymphocytes T, CD4. Mais là, il est modifié complètement. Il ne peut plus évidemment se reproduire, donc il n'y a pas de danger de déclencher évidemment une infection par le VIH chez ces malades. Mais on le modifie de telle manière qu'il puisse infecter n'importe quelle cellule et qu'il puisse, donc, une fois intégré, comme selon le schéma que je vous ai déjà expliqué, donner naissance à la production d'un gène thérapeutique qu'on a inséré dans le virus. Donc, en l'occurrence, le gène, il est là. C'est le gène qui code pour la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich. Et là, dans ce cas-là, c'est un vecteur qui a été produit initialement en Italie par M. Naldini. Le gène, il est sous le contrôle du promoteur, qui est le propre promoteur physiologique, donc ce qui améliore peut-être la régulation des choses. Donc ça, c'est la séquence un peu compliquée du lentivirus. Le message ici, c'est que ce type de vecteur est beaucoup plus efficace, encore une fois, parce que son matériel génétique, donc ça, peut franchir la barrière nucléaire, donc peut infecter des cellules qui ne sont pas en division, donc la majorité des cellules souches. Et donc, gain d'efficacité attendu. Donc ça a été fait maintenant par plusieurs équipes, et on l'a fait en plus en rendant les choses. On était un peu plus agressif pour augmenter l'efficacité. Ces malades, pendant la phase où leurs cellules sont traitées au laboratoire avec ces virus, c'est toujours une thérapie génique ex vivo, reçoivent une certaine chimiothérapie, myéloablation, pour détruire les cellules de leur moelle osseuse qui ne sont pas corrigées, donc pour augmenter la balance en faveur de celles qui sont corrigées. Donc ceci a été fait depuis quelques années en Italie, en Grande-Bretagne et en France, et avec un certain succès. Il y a aujourd'hui 13, peut-être un tout petit peu plus, peu importe, malades traités à Milan, à Paris, à Londres, pour commencer, qui est maintenant avec un recul qui pouvait être entre 1 et, disons, 6 ans, médiane 3 ans, ont vu leurs lymphocytes apparaître, qui expriment la protéine WASP. Donc vous avez le pourcentage de lymphocytes dans le sang qui maintenant exprime la protéine qui est déficiente dans cette maladie. Donc avant traitement, c'est 0, en général. Il y a des exceptions. Et vous voyez, vous avez l'exemple de 3 malades ici. Vous voyez que ça monte et qu'environ, ici on est 1000 jours, donc ça fait à peu près 3 ans après le traitement, environ 60-70% des lymphocytes expriment la protéine, donc sont fonctionnels. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle. Ici, vous avez les plaquettes, donc très importantes pour contrôler le saignement. Et vous voyez que la grande majorité des plaquettes, ce n'est pas 100%, il reste une hématopoïèse non corrigée, mais 70-80% des cellules plaquettaires dans le sang expriment la protéine WASP. Donc des malades comme ça, aujourd'hui, il y en a 13. Ce n'est pas un succès complet, il reste quelques signes de la maladie, mais globalement, c'est un bénéfice indiscutable pour ces malades. Et à nouveau, d'ailleurs, ils étaient inclus dans les courbes que j'ai montrées tout à l'heure, on n'a pas observé de génotoxicité. Ces virus semblent également sûrs, et à nouveau, ce sont des virus SYN, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enhancer du virus. Okay, donc il n'y a pas de capacité, en principe, ou une capacité réduite, pour être plus prudent, de transactivation d'un oncogène. Et de fait, les résultats vont dans ce sens. Donc voilà une seconde maladie, ou plutôt une troisième maladie, après les 2 premières là-haut, où la thérapie génie paraît efficace, même s'il faut être prudent, le nombre de malades traités n'est pas énorme, le recul n'est pas extraordinaire, mais enfin, bientôt 6 ans pour les premiers malades traités. Et là, on est dans une situation plus difficile que dans la première, parce qu'on a dû, pour arriver à ce résultat, forcément corriger un plus grand nombre de cellules souches permettant de fabriquer des plaquettes, ce qui est plus compliqué. Étape de plus difficile, c'est de traiter les maladies où il n'y a pas d'avantage sélectif. C'est-à-dire que le gène thérapeutique, il est très important, parce que sinon, il y a la maladie par définition, mais son expression, la présence de ce gène normal dans les cellules de la moelle osseuse, puisqu'on est toujours dans le système sanguin, ne va pas faire que les cellules se divisent plus, contrairement à ce qui était le cas dans les 2 premières situations. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment corriger beaucoup de cellules. Okay ? Et cela a été démontré possible aujourd'hui dans des maladies où finalement les cellules souches vont surtout, sur le plan thérapeutique, donner naissance à des macrophages qui produisent des protéines très importantes dans la thérapie. Il y a 2 exemples que je vais brièvement vous montrer. Le premier, historiquement, qui est un travail qui a été fait à Paris par l'équipe de Nathalie Cartier, Patrick Orbourg et avec nous, pour une maladie génétique très rare qui s'appelle l'adrénoleucodystrophie. C'est une maladie liée à l'X, donc à nouveau qui touche les garçons, transmise par les femmes, qui provoque une maladie de la substance blanche du cerveau. On est très loin du sang, apparemment, mais je vais vous expliquer ça dans une seconde. Progressivement, à partir en moyenne de l'âge de 10 ans, donc c'est terrible, parce que les enfants normaux, en gros, jusqu'à l'âge de 10 ans, en moyenne, et qui vont voir leur performance neurologique, motrice, sensitive et cognitive, donc leur intelligence décliner jusqu'à une situation absolument catastrophique, parce que progressivement, la substance blanche du cerveau est détruite.
et elle est détruite. On ne comprend pas tout exactement comment ça se passe, mais parce que ça cumule certains types d'acides gras, donc de lipides, qui visiblement sont toxiques, on ne sait pas très bien comment. Et il avait été montré par Patrick Aubour et nous il y a longtemps que cette maladie, curieusement, pouvait être traitée par greffe de moelle osseuse, ce qui, a priori, pourquoi traiter une maladie du cerveau par des cellules du sang, ça paraît aberrant. Sauf que dans les cellules du sang, il y a les macrophages, et que ces macrophages ou leurs précurseurs sont capables de migrer dans le cerveau et de donner naissance à une partie des constituants du cerveau qu'on appelle la microglie. Donc on commence à comprendre que ce sont des cellules très importantes. Et en faire ainsi permet d'arrêter l'évolution de la maladie. Donc ce qui était possible dans les cas favorables par greffe de moelle osseuse, quand il y avait un donneur compatible, peut-être pouvait l'être par thérapie génique pour les autres. Donc c'est ce qui a été fait avec un certain succès, pas complet. La même technique, thérapie génique ex vivo, vecteur lentiviral, donc plus efficace. Donc c'est plus compliqué, encore une fois, ici il faut vraiment avoir beaucoup de cellules corrigées pour avoir un bénéfice. Transfert de gènes ex vivo dans les cellules hématopoïétiques, dans les précurseurs de la moelle osseuse, et chimiothérapie pour éliminer un maximum de cellules non corrigées. Et je vais juste montrer deux notions qui sont intéressantes. À l'époque, c'est un peu ancien maintenant, enfin relativement ancien, c'était très important. C'était la mesure dans le sang du premier malade traité, du pourcentage des différents globules blancs, peu importe les détails, il y a les lymphocytes B, les polynucléaires, il y a tout ce qu'on veut là. Combien des polynucléaires des lymphocytes B exprimaient la protéine qui est déficiente dans cette maladie? Vous voyez que ça décline au cours du temps, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais que quand même, 4 ans et demi après thérapie génique, environ 10%, pour être schématique dans ce cas-là, 10% à peu près des globules blancs avaient la protéine transduite, donc ces cellules provenaient des cellules corrigées. Donc je vous rappelle que ce que je vous ai dit tout à l'heure, les polynucléaires, qui sont en fait les cellules en rouge, là, c'est les 15, ici, les polynucléaires se renouvellent tous les 2 jours. Donc si on réfléchit une seconde, le fait que 4 ans et demi après le traitement, il y ait, même si ce n'est que 10%, mais 10% des polynucléaires qui sont corrigés, démontre, c'était la première démonstration, c'est pour ça que je vous montre cette image, démontre formellement qu'il y a eu bien des cellules souches, donc capables d'auto-renouvellement, et donc capables de donner naissance pendant 4 ans et demi, donner naissance à des polynucléaires neutrophiles. Donc ce qui était très important, c'était la validation de la notion de qu'effectivement, il est possible de corriger les cellules souches. Théoriquement, c'est bien de l'envisager, mais c'est mieux de le démontrer. Ceci a un certain bénéfice pour les malades, c'est-à-dire que ça retarde ce qu'on observe sur ces horribles images. Ce sont des images d'imagerie par résonance magnétique du cerveau, qui est, comme vous savez, aujourd'hui une technique très utile d'imagerie du cerveau. Voici ce qui se passe chez un malade qui a cette maladie et qui n'est pas traité. Vous voyez progressivement la substance blanche se détruire complètement, qui devient toute blanche en l'occurrence, mais c'est absolument catastrophique. Vous avez les 2 premiers malades qui ont été traités. Ils avaient quelques lésions au moment du traitement. Ils ne sont pas traités tant qu'ils n'ont pas de début des lésions, parce que parfois l'intervalle libre est assez grand. Et il y a malheureusement quand même une certaine extension de lésions, mais nettement moins importante. Donc il y a eu un bénéfice clinique. Pas suffisant, pas totalement suffisant, mais assez intéressant. Et le deuxième exemple est encore plus intéressant, il est plus récent, c'est la logique du progrès des connaissances, qui est un travail qui a été fait récemment en Italie pour une autre maladie neurodégénérative, mais où il y a un rapport avec le système sanguin, qui est une maladie qu'on appelle la leucodystrophie métachromatique. Donc, ce sont des noms un peu compliqués, maladie heureusement rare, qui elle aussi provoque une neurodégénérescence avec des troubles moteurs, des troubles cognitifs, et en général la mort au bout de 5 à 10 ans, enfin, ça dépend de la gravité de la maladie. Ce que les chercheurs ont fait ici, ils ont introduit une astuce supplémentaire. Ils se sont dit, OK, fondé sur le modèle précédent de l'adrénoleucodystrophie, on va être capable de modifier un certain nombre de cellules, mais peut-être pas assez pour enrayer la progression de cette maladie au niveau du cerveau. Donc on va faire quelque chose qui n'est pas physiologique. On va se débrouiller pour essayer que les globules blancs de ces malades, après thérapie génique, expriment une quantité plus importante de l'enzyme déficiente. Dans le cas présent, cette enzyme s'appelle l'aryl sulfatase, ARSA en abréviation. C'est ce qui est l'enzyme déficiente dans cette maladie, okay, déficit en aryl sulfatase A, si on veut être précis, donc qui donne une neurodégénérescence par démyélinisation. Donc ils sont débrouillés pour introduire plusieurs copies du gène, au lieu qu'il y en ait en moyenne une. Dans tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, on se met en situation où, en moyenne, il y a un peu de variabilité, dans une cellule corrigée, il y a une copie du gène thérapeutique. Donc là, ils ont augmenté la quantité de virus
beaucoup augmenter la quantité de virus qui infectent les cellules au laboratoire, on est toujours dans une thérapie génique ex vivo, de telle manière, et c'est ce qui est montré dans l'image de gauche ici, que les cellules sanguines, les globules blancs de ces patients traités, ils ont un taux d'enzymes dans leurs cellules qui est au-dessus de la zone normale. La zone normale, elle est là. Ils se sont débrouillés pour qu'il y en ait plus. Ce qui est assez astucieux, puisque ces cellules, elles migrent dans le cerveau, visiblement. On peut retrouver l'enzyme dans le liquide céphalo-rachidien. Et elles ont un bénéfice, puisqu'ils ont maintenant démontré, je crois qu'il y a l'image là, la même chose, c'est l'analyse en IRM cérébrale des premiers malades traités. Les résultats sont plus spectaculaires que pour la première maladie, où vous avez, la situation de patient contrôle, à nouveau, vous avez une destruction de la substance blanche qui est visible ici. Et là, vous avez une situation apparemment de stabilité. Ça, c'est le malade avant traitement, P1, premier malade, oui. Et 2 ans après, et on a une situation assez stable. Et apparemment, les résultats, tels que, d'après ce que j'ai compris de cette équipe, sont stables. Ils ont maintenant d'ailleurs traité un plus grand nombre de malades. Ils en ont traité une vingtaine, avec des résultats très encourageants. Donc là, il y a une astuce. Il y a à la fois, ils ont répondu à une difficulté qui est d'arriver à corriger un grand nombre de cellules souches hématopoïétiques. Donc ça peut s'appliquer à d'autres maladies. Et deuxièmement, ils ont surexprimé l'enzyme. Ils ont osé le faire parce qu'ils savaient que sinon il n'y aurait pas de bénéfice. Et apparemment, ceci permet d'avoir un effet clinique plus satisfaisant. Et à nouveau, sans toxicité. Ce sont toujours des virus modifiés, tels que je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc c'est une étape de plus qui, dans la difficulté croissante d'application de la thérapie génique, qui permet progressivement d'envisager l'élargissement des indications. Et je vais m'arrêter, même si j'ai débordé déjà un petit peu le temps, après vous avoir encore indiqué une perspective, parce que là, les données, je vais passer le point 4 pour aller au point 5, dans un degré encore plus complexe dans le traitement de maladies du système sanguin. C'est toujours pas d'avantage sélectif, donc c'est la même situation. Le fait que le gène thérapeutique soit exprimé ne va pas permettre aux cellules de se diviser mieux. Mais en plus, là, la difficulté, c'est qu'on veut que le gène thérapeutique ne soit présent que dans une sous-catégorie de globules. Globules rouges, globules blancs. Et en l'occurrence, il s'agit des maladies de l'hémoglobine. Donc on veut que les maladies de l'hémoglobine sont des mutations, sont provoquées par des mutations du gène de l'hémoglobine, la chaîne bêta de l'hémoglobine dans celle qui nous intéresse. Donc ces malades ont moins d'hémoglobine que la normale, ou une hémoglobine anormale, et une anémie chronique, qui est un problème extrêmement sérieux. Ces malades doivent être transfusés régulièrement, enfin il y a plein de problèmes. Mais pour que la thérapie génique ici soit efficace, il faut évidemment que le gène soit présent dans les précurseurs des globules rouges pour restaurer une production normale des globules rouges, mais on ne veut pas que le gène soit présent dans d'autres cellules parce que sinon on sait que son expression dans les globules blancs, mettre de l'hémoglobine dans les globules blancs, ce n'est pas une bonne idée, ça va être toxique pour les globules blancs. Donc comment faire que le gène thérapeutique ne soit exprimé, donc que la protéine ne soit présente que dans les cellules où on cherche à ce qu'elle le soit, les globules rouges. Donc ça, ce n'est pas évident. Et ce que je vous propose, c'est de vous donner la réponse la semaine prochaine. On va être un peu de suspense. Et vous allez voir que probablement, il y a le début d'une efficacité. Mais c'est vraiment l'étape la plus complexe dans le cheminement pour la moelle osseuse. Puis après, on dit, après avoir répondu à cette question, je vous évoquerai d'autres types d'applications pour des maladies, d'autres tissus que le système sanguin. Voilà. Si vous avez des questions...